Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 5 décembre 2023. Bienvenue à l'émission. Ici Emilio Constanza au micro. Ça fait du bien de pouvoir vous parler de sport aujourd'hui après une semaine et un jour d'absence. Désolé pour le délai, mais ça fait fucking du bien de vous avoir. Les gars, comment on se sent aujourd'hui? Je me sens réénergisé, là. On est dans le stretch, là, dans le gros rush là, qui s'en vient avant Noël, là, mais on se prend une petite heure et demie, là. On se fait du fun aujourd'hui, puis avec les auditeurs, là, let's go, on se fait du fun en genre de sport cette semaine. Ah, puis c'est toujours le fun de revenir. Justement, tu dis on a manqué une semaine, puis c'est vraiment plate. Ça nous a manqué de vous parler, puis tout, puis d'avoir du fun avec vous autres. Puis on fait ça pour le fun, évidemment. Puis on est content, on est content de vous avoir avec nous. Puis honnêtement, je suis content de vous retrouver aussi, les boys, parce que c'est toujours le fun de faire ça avec vous autres. Fait que moi, on se donne un mot du bon show aujourd'hui pour pallier à l'absence de la semaine passée. Surtout que, quand même, mini shout-out à notre Spotify Rap, à tous ceux qui nous ont équipés depuis qu'on a starté ça. On a vu nos stats très, très humbles, si je peux dire comme ça, en termes de volume, mais on vient juste de commencer, mais on vous voit, ceux qui nous suivent, on vous a vu avec le Spotify Rap cette semaine, fait que merci de nous suivre encore une fois. On vous aime pas à peu près plus que vous pouvez l'imaginer. Je suis un peu curieux de savoir, justement, peut-être que les auditeurs à la maison, c'est quelque chose qui les intéresse. Qui était votre artiste le plus écouté en 2023? Félix, on va attendre ta réponse parce qu'on s'en doute déjà très probablement. Pop, de ton côté? Ben, moi, je suis content parce que ça fait juste matcher parce que avec mon chandail, je sais pas si on va le voir, mais je pense, c'est la 4e année sur 4 fois dans les 5 dernières années. Between the Buried and Me, groupe metal progressif de la Caroline du Nord, gros shout-out, mon all-time band de tous les temps, qui, encore une fois, a fini premier dans mes meilleurs artistes. Faut dire que cette année, il y a un peu de tricherie parce que cette année, je pense c'est au mois d'octobre, au mois de septembre, je me suis acheté un songbook parce que je joue de la bass chez nous. J'ai acheté un de leurs songbooks pour mon album préféré of all time. Fait que ça a un peu saturé un peu, ça a un peu triché, amplifié les stats pour eux autres cette année. Mais écoute, c'est pour une 4e fois en 5 ans, c'est encore eux autres. Puis let's fucking go. Je suis down. Félix, la réponse que tout le monde veut entendre. La réponse que tout le monde veut entendre, Mio, c'est que je l'avais pas écouté avant le mois de juillet. C'est au mois de juillet que j'ai commencé à l'écouter. Ça a longtemps été Noah Kahan, mon artiste préféré de l'année, mais à partir du mois de juillet, je suis tombé dans une phase, un mode de vie, si je peux dire. Non. Une era. C'est vrai, je suis rendu dans mon era de Taylor Swift. Non. Pour une artiste que j'avais pas commencé à écouter avant juillet et qui était l'artiste la plus populaire de tout Spotify cette année, j'ai réussi à amasser plus de 20 000 minutes, à être dans le top 0.05% des auditeurs au monde. Taylor Swift, mon artiste numéro 1, et quand même debout. Attends, tu dis 20 000 minutes. Félix, j'ai 22 000 minutes d'écoute au grand total en 2023. J'en ai 149 000, je pense. 140 000, il me semble que c'était 140. C'est l'équivalent de 103 jours consécutifs. Mon frère en Christ a écouté plus de Taylor Swift en 5 mois que j'ai écouté de musique sur mon Apple Music en 2023. Mais tu vois, j'écoute de la musique tout le temps. Puis sur ces 150 000 minutes-là, il n'y en a pas une, c'est genre en dormant ou tout pour booster les streams. Comme il y a des gens qui font, je sais pas c'est quoi le trip de faire ça, de mettre ça quand tu dors pour booster tes streams. Mais c'est 103 jours organiques et c'est 20 000 minutes organiques de Taylor Swift. Sur une période d'ailleurs, toi mois. qui as la fâcheuse habitude d'écouter la musique pendant qu'on enregistre, chose que je ne comprends toujours pas. J'écoute de la musique en ce moment. J'écoute du Pitbull, en fait. J'ai Club Canada qui vient de partir. J'ai Club Canada qui vient de partir. Ouais, j'écoute. Let's not musique, waste any time and let's get wasted. Oh my God. Moi, pour ma part, étant un étudiant de l'UQAM, je me dois d'avoir des goûts variés.
Fait que je suis allé avec quelque chose d'un peu underground. Je sais pas si Swift? le monde, ils vont... Non, encore plus underground. Je sais pas si le monde à la maison va connaître ça, là, mais dans le fond, ça s'appelle Tame Impala. Oh. Savais-tu que c'est un seul gars qui jouait dans ce band-là? Puis il s'appelle Kevin en plus. Il s'appelle Kevin. What the Shout out, no Kevin. Bref, trêve de bavardage. Passons aux choses sérieuses parce qu'il y a beaucoup de sport qui s'est donné cette semaine. À commencer par Félix, t'avais, je pense que c'est la dernière fois qu'on s'était parlé, t'avais un petit mot d'amour pour les Rams. Puis je crois que très particulièrement Puka Nacua et le restant de l'équipe t'ont écouté, mais tu sais, particulièrement Puka Nacua t'as écouté. Qu'est-ce que t'as à dire un peu sur les Rams maintenant qu'on se retrouve 2 semaines après ton éditorial sur la pire bonne... La meilleure équipe de 4-6 de l'histoire de la NFL. Exact. Il y a 2 semaines, justement, je parlais des Rams comme étant la meilleure équipe de 4-6 et je disais, ils ont une cédule qui fait en sorte c'est possible pour eux de croire, avec une bonne fin de saison, qu'on peut aspirer aux séries. Et là, dans les 2 dernières semaines, on avait un match contre les Cardinals qu'on devait gagner et un match contre les Browns qui ont littéralement parti de Joe Flacco cette semaine, mais ça reste quand même une grosse défense. C'est un match difficile. Et la défense contre les Browns, qui est la meilleure de la ligue contre la passe, on accorde... Avant le match, avant ce match-là, j'ai regardé la défense des Browns. Je pensais que c'était une joke au début. Elle accorde 142 verges par la passe par match. C'est pas 242, 142. Et Matthew Stafford, qui arrive là et qui lance pour... laisse-moi vérifier, qui lance pour 279 verges contre la meilleure défense contre la passe de la ligue. Les Rams ont détruit les Browns. Ça a été un match plus serré que le pointage, je peux laisser croire, mais on a vraiment vu des Rams en contrôle, des Rams qui, avec leur effectif complet, ont été bons. Et même si Cooper Kupp joue clairement blessé, Puka Nacua est vraiment rendu... Selon moi, Puka Nacua est le meilleur receveur de cette équipe-là en ce moment. Et au deuxième quart, il a fait peur un peu à tout le monde en tombant sur les lignes de côté. Et ça avait l'air d'une blessure très sérieuse. Il a manqué le reste de la première demi, mais il est miraculeusement revenu en deuxième demi. Finalement, on a appris après que c'est une grosse blessure à l'épaule puis une blessure aux côtes. Il devrait être correct pour rejouer cette semaine, mais ce que je vois de cette équipe-là, ça m'encourage. C'est surtout la victoire de cette semaine. Pour moi, c'est un gros statement contre une équipe des Browns qui est dans la course aux séries dans la AFC. Bon, c'était quand même Joe Flacco, puis il y a des circonstances qui font en sorte que les Browns sont un drôle d'adversaire un peu. Mais pour moi, les Rams, c'est 2 énormes victoires. Et avec les Seahawks qui viennent d'en perdre 2 de suite, les Rams viennent de passer les Seahawks au classement. Les Rams étaient du portrait des séries. Les Packers, ils ont repassé avec leur victoire d'hier soir. On va y revenir un peu plus tard. Mais je regarde ça, puis les Ravens, ça va être un gros test cette semaine. Peut-être que les Rams vont échapper ce match-là. Mais pour moi, la victoire d'aujourd'hui me laisse croire que des Rams, quand ils jouent à la hauteur de leur potentiel, avec un Kyren Williams qui est revenu dynamiser le jeu au sol de cette équipe-là, les Rams peuvent se battre contre n'importe qui et ils peuvent gagner des gros matchs. Ouais, c'est quand même intéressant. Oh, vas-y. Puis surtout que les Rams viennent, comme tu as dit, de passer. Là, les Rams, même s'ils ont la même fiche, c'est Los Angeles qui a maintenant le tie-break sur Seattle. Et ça, c'est probablement la grosse différence. Mais je veux revenir aussi sur Green Bay. On parle de la conférence nationale depuis quelques minutes. Mais Jordan Love, mesdames, messieurs, est-ce que la magie noire des carrières des Packers de Green Bay commence encore à faire effet? Je n'en revenais pas. Hier soir, j'écoutais ce match-là, puis c'est gros ce que je vais dire, puis je dis pas que Jordan Love est à ce niveau-là encore, mais je voyais Aaron Rodgers. Je voyais un gars qui était en contrôle, je voyais un gars qui était calme, je voyais un gars qui faisait tous les lancers, puis je vois surtout un gars qui, en début de saison, tu regardais Jordan Love, avait un peu de la misère avec sa ligne. Les Packers restent une jeune équipe, puis c'est des receveurs qui n'étaient pas nécessairement prouvés, qui n'ont pas une longue feuille de route. Normalement, Aaron Rodgers, ils ont tous volé pour s'en aller avec les Jets. Puis on voyait, il y avait des bons jeunes receveurs. On a Christian Watson, on a Romeo Doubs, on a Dontavian Wicks. C'est tous des bons. Puis on a Jaden Reed aussi, qui est une recrue cette année. C'est tous des gars qui en sont à leur première ou à leur deuxième année. Et Jordan Love avait un peu de difficulté à trouver de la chimie avec ces gars-là. Et depuis quelques semaines, on le voit avec Jaden Reed. Et depuis 2 semaines, avec Christian Watson. On va espérer d'ailleurs qu'il ne s'est pas blessé sérieusement hier en fin de match. Mais Love avait de la misère à aller chercher Watson, qui est une arme qui est très solide en fond de terrain. Avait de la misère à connecter avec. Et là, ça commence à connecter entre les deux. Si Love est capable d'utiliser Watson à son plein potentiel et qu'il utilise des gars comme Reed et Doubs pour compléter un peu sa feuille de tracé, si on veut, ça va donner beaucoup d'armes à une équipe qui a quand même un bon jeu au sol avec A.J. Dillon puis Aaron Jones s'il revient éventuellement. Cette attaque-là est intéressante. La défense n'est pas mauvaise non plus. Les Packers sont
hier, ils m'ont beaucoup impressionné. Vraiment beaucoup impressionné. Puis je pense que c'est une équipe à surveiller dans ce sens-là aussi. Les Vikings qui battent de l'aile un peu. Attention aux Packers. Attention aux Packers qui pourraient leur voler ce job-là. Surtout que les Packers vont sûrement être encore être encore meilleurs d'ici la fin de la saison parce que le mercure baisse, on a plus de neige, et Dieu sait que le White Tundra au Lambeau Field, c'est pas facile à gagner. On sait que c'est le genre de choses qui va peut-être avantager les Packers d'ici la fin de la saison. Mio qui est en train de mourir devant vos yeux en ce moment. Mais j'ai envie de vous parler aussi de peut-être quelque chose un peu parce que là, on entre dans le 2/3 de la saison. Là, on est à peu près, les équipes ont joué 12, peut-être même 13 matchs depuis le début de la saison. Puis là, on commence à voir des équipes qui se sortent du portrait un peu. Qui aurait dit, il y a 6 mois, qu'on serait le 2 décembre 2023 et qu'un match entre les Broncos de Denver et les Texans de Houston allait avoir des implications pour les séries éliminatoires? J'ai envie de vous demander un peu votre gagnant puis votre perdant un peu de cette semaine-là, alors qu'on commence à rentrer dans le dernier sprint en vue des séries éliminatoires. C'est intéressant comme question. Et écoute, j'y pense un peu, là, puis... Parce que, mettons, t'as les Buccaneers qui ont gagné par 3 points contre Caroline, t'as Atlanta qui a gagné par moins d'une possession contre les Jets, t'as les Saints de la Nouvelle-Orléans qui, malgré un retard de 21-0, a quand même réussi à perdre seulement par 5 points. Les Browns ont perdu. Les Steelers ont perdu. La défaite contre les Steelers, contre les Cards. Ça pourrait peut-être faire mal à long terme. Je me demande qui, selon vous autres, pourrait être le gagnant et le perdant de cette semaine-là. Mais écoute, je vais t'en... Tu sais, évidemment, je te parle des Rams depuis tantôt, puis je te parle des Packers aussi, Mais Matt LaFleur, d'ailleurs, je reviens un peu sur ça. Matt LaFleur, en décembre, a une fiche de 16-0 en tant que coach des Packers. J'aime pas nécessairement le gars, parce que je trouve qu'il était mauvais comme coordinateur offensif des Titans, puis je l'ai vu pendant une année au complet. Mais ça reste que le gars est 16-0 en décembre, puis Green Bay, c'est pas facile d'aller gagner là, des matchs en décembre. Matt LaFleur, 16-0, c'est digne de mention. Mais il y a une autre équipe, pour moi, qui est peut-être la plus grande gagnante de toute la semaine, les 49ers de San Francisco. Dans un match où on est allé à Philadelphie, qui est la meilleure équipe de la Ligue cette saison. On avait une fiche de 10-1 avant le match. Avec des partisans très silencieux à Philadelphie. Des partisans qui... Puis disons-le aussi, Félix, disons-le aussi. Moi, j'étais encore persuadé que Jalen Hurts était un MVP. Puis ça, c'était quelque chose que j'avais jasé avec toi justement il y a 3-4 semaines sur le podcast, que malgré que la classe de QB cette année est un petit peu faible, s'il fallait en avoir un, ça serait Jalen Hurts. Malheureusement, après cette semaine... Non, pour moi, c'est... Non, je vais pas j'embarque pas sur le train de Brock. Brock Purdy est même pas le MVP de sa propre équipe. Non. Ah non, mais je pense qu'il n'y a aucun carrière. Petite parenthèse là-dessus. En fait, non, mais moi, j'en ai un. Ah, CJ Stroud? Non, pas CJ Stroud, mais pas pour moi. Non. Le favori au MVP en ce moment, Dak Prescott. Écoute, c'est encore drôle. Les sites de Paris le mettent favori en ce moment pour le titre d'MVP. C'est encore drôle. Je trouve ça aberrant. Mais, écoute... Prescott est une menace. Depuis des semaines, Prescott est une menace. Oui. L'attaque des Cowboys est passée à un autre niveau, puis CeeDee Lamb est une machine de destruction. Mais je vois les Cowboys comme... Puis, tu vois, je reviens un peu au match qu'ils ont disputé jeudi passé. Les Cowboys ont un peu cette manie-là où des fois, ils deviennent tellement bons dans leur tête qu'ils finissent par sous-estimer un peu leur adversaire, puis avoir une défaite qui n'a pas d'allure. Ils ont fait et puis, non, mais jeudi soir, on est allé à Seattle, et Seattle a marqué 35 points sur notre super bonne défense à Dallas. Et les Cowboys des années passées perdent ce match-là 10 fois sur 10. Mais là, ce qui est arrivé, l'attaque s'est levée, puis on a été gagné ce match-là 41-35. Ça, pour moi, c'est un signe que les Cowboys sont une vraie bonne équipe, une équipe à prendre au sérieux qui est différente des années passées. Je dis pas que les Cowboys vont gagner le Super Bowl, mais je dis que cette année, les Cowboys, je les vois comme un peu plus sérieux qu'ils l'ont déjà été, dans le sens où j'aime la façon dont ils ont répondu dans ce match-là. Puis, peut-être que on joue contre les Eagles cette semaine, ça va être un énorme test, ça aussi, parce que les Eagles, surtout qu'ils viennent de perdre contre les 49ers dans un match super émotif, je vais vous en reparler un peu tantôt aussi, mais on arrive dans ce match-là, c'est tellement un gros match.
Ça, c'est le match que les Cowboys perdent aussi. Là, on vient de gagner un match qu'on était supposé perdre dans les années passées. Et là, on arrive à Philadelphie devant nos partisans avec tout le momentum, pendant que l'autre équipe va avoir un peu va vouloir venger sa défaite humiliante de cette semaine. Pour moi, ce match-là est un match piège pour les Cowboys. Mais si les Cowboys gagnent ce match-là, je les mets deuxième meilleure équipe de la NFC, juste derrière les Niners de San Francisco. Ben, je pense que les 4 prochaines semaines pour les Cowboys, ça va être tout qu'un réchauffement pour les séries éliminatoires parce que consécutivement, tu as Philadelphie, à Buffalo, à Miami, contre Détroit, semaine 14, 15, 16 et 17. Puis on finit la saison à Washington contre les Commanders le 7 janvier. Mais les 4 prochaines semaines, si on parle vraiment de Dak Prescott comme un éventuel candidat pour le MVP en ce moment, c'est là que ça va jouer. C'est absolument là que ça va jouer. Moi, personnellement, je mets Tyreek Hill ou Christian McCaffrey devant Dak Prescott ou n'importe quel carrière de cette ligue-là. Mais bon, c'est pas moi qui ai payé pour faire les votes et être un peu lâche pour voter un carrière dans ces récompenses-là, mais à suivre de ce côté-là. Mais attends, mais juste, puis écoute, tu me dis que t'as pas de Dak comme favori, puis tu parlais de ce stretch de 4 games-là. Pour toi, puis je te pose la question au milieu aussi en même temps, si Dak est 3-1 ou 4-0 dans ce stretch-là, est-ce qu'il gagne le MVP? Parce que si ça arrive, il dépasse vraisemblablement les Eagles au premier rang de la NFC et tout dépendamment de ce qui va se passer, pourrait être même le premier seed dans la NFC. Est-ce que ça donne un MVP à Dak Prescott? Je n'irais pas jusqu'à donner l'MVP, mais je pense que son nom devrait définitivement faire partie de la conversation. Peut-être pas avec les statistiques justement les plus impressionnantes, mais comme présence d'un joueur qui peut faire gagner son équipe, comme capitaine des Cowboys, puis faire référence à vous autres, mes amis de baseball, Derek Jeter, justement, qui était peut-être pas le meilleur joueur offensif. Même pas ces deux-là dans la même phrase. Je sais, mais j'ai tellement envie d'en rajouter une couche, mais je sais que je vais tellement trigger de Félix. Prescott a jamais rien gagné en série. Non, mais tu vas me dire, les deux jouent pas en défense, puis c'est vrai, mais ça reste que Prescott a rien gagné en série encore. Tu comprends ce que je veux dire, Félix? Puis oui, ça, c'est l'important, c'est que c'est quand même... C'est le capitaine de cette équipe-là. Ouais. Faut quand même considérer, écoute, la NFL aime bien ça, et je peux comprendre quand même avec raison que les corps arrière fassent partie automatiquement de la conversation MVP. S'il faut mettre un corps arrière là-dedans, puis Dak Prescott continue ce stretch de match-là, justement 3-1 ou 4-0, il dépasse facilement Jalen Hurts dans cette conversation-là. Brock Purdy, Pop, tu l'as mentionné, on ne le mentionnera pas. Puis sinon, ben... Ça pourrait être cute d'avoir CJ Stroud là-dedans. Je pense que plus les semaines passent, plus j'embarque sur le wagon. En même temps, les Texans ne sont pas l'une des équipes les plus dangereuses de la NFL. Mais je pense que CJ Stroud va ramasser quelques votes. Et puis sinon, il faudrait peut-être regarder du côté de ce qui est non-corps arrière qui ferait partie de la conversation. On regarde un peu Tyreek Hill puis des joueurs de même. Là. Mais c'est à suivre. J'aime mettre ta question là-dessus, Félix. Mais Félix, on s'en était jasé, je pense, jeudi, genre dans un group chat ou whatever. Si, mettons, CJ Stroud, dans les 5 prochains matchs, sans Tank Dell, by the way, qui vient d'être blessé pour le reste de l'année, là, il reste 5 matchs. Il reste contre les Jets à New York, à Tennessee, contre les Browns, Tennessee à la maison et Indianapolis. Si CJ Stroud finit 4-1, ou même peut-être même 5-0 là-dedans, est-ce que c'est MVP worthy? Si les Texans finissent premier de leur division, on ne sait pas, là. Moi, tu vois la différence. Possible aussi, hein. C'est très possible, mais moi, tu vois la différence entre le cas où est-ce que Stroud finit 5-0 puis la différence où est-ce que Prescott est 4-0 dans le prochain stretch. Prescott affronte 4 puissances de la NFL. Non, c'est ça, là, tu m'as nommé les 5 équipes de Stroud. C'est ordinaire. Même s'il gagne ces 5 matchs-là, même s'il le fait sans Tank Dell, ça reste que Nico Collins, qui est un super bon receveur, puis il y a d'autres armes, mais il n'y a pas l'opportunité d'aller gagner un gros match signature. Je reprends un peu des expressions de football collégial là-dedans, mais il n'y aura pas son Heisman moment, son MVP moment, si on veut. Il n'affronte pas un Alabama ou un Georgia. Non, c'est ça. Si tu me disais qu'il affrontait dans l'ordre les Bills, les Dolphins, les Eagles, toutes ces équipes-là, là peut-être, mais pour que Stroud gagne MVP en ce moment, il faudrait que le wagon déraille pour Hurts, pour Prescott, pour
pour Brock Purdy aussi, qui est en avant de lui en ce moment, parce que veut pas, il est le carrière de ce qui est possible dans la meilleure équipe de la NFL en ce moment. Pour même un gars comme Lamar Jackson, il y a beaucoup de gars à dépasser. Je pense qu'il est peut-être un peu tard, mais s'il finit bien la saison, écoute, c'est recrue de l'année assuré presque. C'est déjà presque assuré. Oh non, le recrue recrue de l'année, c'est déjà réglé, là, tant qu'à moi. Mais écoute, Stroud, en tout respect pour lui, je pense que ses espoirs de MVP sont terminés. Puis moi, je pense qu'il finit par en gagner un dans sa carrière parce que le talent est indéniable quand tu regardes ce gars-là jouer. Mais je pense que cette année, c'est peut-être encore un peu tôt. Puis quand même, d'être capable de mener en ce moment, je pense, j'ai vérifié un peu plus tôt aujourd'hui, il est toujours meneur dans la NFL pour ce qui est des verges par la passe. On parle d'un stud, j'ai envie de parler un peu d'un bum, même position de corps arrière. Du côté de New York avec Zach Wilson qui fait un petit peu jaser cette semaine, comme quoi il ne voudrait probablement pas revenir dans un rôle de corps arrière partant. C'est ce que justement Diana, je m'en dire Taurasi, mais Rossini sortait. Mais Robert Saleh, de son côté, lui semble dire que non, il n'y a rien à s'en faire. Zach Wilson veut continuer à être le corps arrière partant. Comment on démêle un petit peu le bordel avec ça? Tu sais, moi, je sais plus quoi dire. Tu sais. On parlait d'Aaron Rodgers dans les dernières semaines qui commençait à s'entraîner. Finalement, on commence à parler que ça ne s'enligne pas pour qu'il revienne cette saison. Qu'est-ce qu'on a à dire de ce bordel-là, position de carrière à New York, les boys? Tout ce bordel-là aurait été évité si Aaron Rodgers aurait pu survivre 3 jeux, plus que 3 jeux dans sa saison. Faut quand même se rappeler que Zach Wilson n'était pas destiné pour avoir ce rôle-là. Mais il n'y a absolument rien à faire. Écoute, c'est le fun, Aaron Rodgers. C'est le fun qui défie la science, qui donne un peu raison au Black Magic, au Voodoo, puis à toute l'ayahuasca au monde que tu peux trouver pour guérir des blessures. C'est le fun qui défie la science, mais il n'y a aucune raison pour que ce gars-là joue un seul autre snap dans cette saison-là. Prends le temps qu'il faut. Écoute, on l'a vu avec Kevin Durant. Hein? Quand il était revenu... on avait précipité son jeu, puis regarde ce que ça a fait en finale 2019 contre les Raptors de Toronto. On sait tous ce qui s'est passé. Moi, j'ai peur de ce que Aaron Rodgers subisse le même sort. Et Dieu sait que une rupture du tendon d'Achille, ça pardonne rarement. Fait que tu testes déjà la science, va pas te tuer sur le terrain, puis on revient l'année prochaine. That's it. Au pire, joue une demi ou whatever, mais ça sert à rien. La saison est finie pour les Jets. Il n'y a rien à prouver. La seule chose qu'il peut prouver, c'est qu'il peut battre un peu la science puis la médecine un peu en revenant très rapidement, mais ça s'arrête là. Honnêtement, là, je pense que... tu vois, puis Rodgers, il adore faire parler de lui. Rodgers adore l'attention, puis adore ce spotlight-là. Puis pour moi, depuis le début, sa tentative de retour, c'est un coup de pub. Il veut faire parler de lui, c'est peut-être pas un coup de pub, c'est pas le bon mot, mais tu sais, il veut faire parler de lui, il veut attirer ce spotlight, il veut pas perdre le spotlight qu'il a amené en arrivant à New York. T'sais, il est tellement arrivé en grande pompe de « je vais venir sauver les Jets, puis on va être enfin bon ». Puis là, il est sort pas là, avec le drapeau américain sur le premier match. Il veut son spotlight, puis tout, puis à ma connaissance, le gars qui est revenu le plus vite d'une blessure au tendon d'Achille dans la NFL, c'est Cam Akers, qui est revenu il y a 1 ou 2 ans de ça. Après, je pense que c'était 5 mois. Là, Rodgers, qui, on rappelle, a 40 ans. C'est soit aujourd'hui ou hier, il a eu 40 ans dans les derniers jours, OK? Et là, toi, tu vas me faire croire qu'Aaron Rodgers, un carrière à 40 ans, dans une saison qui est terminée et où les Jets ont encore de l'investissement sur lui l'an prochain, va revenir cette saison après 3 mois. Non. Je ne crois pas qu'Aaron Rodgers va revenir. Je pense que la seule possibilité, c'est si Rodgers revient, moi, ce que ça va me dire, c'est que c'est Rodgers qui prend toutes les décisions chez les Jets parce qu'il n'y a personne, aucun exécutif de la NFL qui laisserait un carrière de 40 ans avec un tendon d'Achille en boîte revenir après, mettons, 4 mois, mettons qu'il revient le dernier match de la saison. Ça ferait 4 mois. C'est complètement surréel de penser ça. Et pendant ce temps-là, tu as Zach Wilson qui est arrivé dans une situation où lui, il pensait avoir une année, pas de congé, mais d'être le carrière substitut, d'apprendre d'Aaron Rodgers et tout, qui revient après
même pas une séquence offensive qui, bon, ben, finalement, tous nos espoirs reposent sur toi. On vient de passer une saison morte au complet à hyper nos partisans, comme quoi on a Aaron Rodgers, on va enfin être bon. Ouais, il est plus là, fait que maintenant, c'est à toi, Zach, tu sais, que ça fait 3 ans que tu te mets New York à dos au complet. Maintenant, retourne-y. Retourne te faire huer, il s'est fait huer. Sa première game, il est arrivé comme backup, il se fait huer. Le gars est sous une tonne de pression. Et là, il y a 2 semaines, on abandonne finalement le projet, on envoie Tim Boyle qui, au collégial, a lancé plus d'interceptions que de passes de toucher. Je sais pas comment ce gars-là s'est ramassé une job dans la NFL. C'est pathétique. Je pense que j'avais lu qu'il y avait un bon Pro Day ou tout, mais c'est inacceptable que ce gars-là ait été la meilleure option des Jets à ce moment-là, quand t'avais même un Carson Wentz qui traînait comme joueur autonome, mais ça, c'est une autre histoire, j'en ai déjà parlé. Pour moi, c'est ridicule, et je comprends Wilson de vouloir sortir de là. Tim Boyle est une catastrophe. On envoie Trevor Siemian cette semaine parce qu'on réalise enfin que Tim Boyle est une catastrophe. Et là, on demande à Wilson de revenir quand on vient de faire l'affront public de pas seulement de mettre backup, de le mettre 3e carrière et 4e si on considère qu'Aaron Rodgers est supposé être là. Je comprends Wilson de ne pas avoir envie d'y retourner. Et que ce soit vrai ou non, si Wilson n'a pas envie d'y retourner, je le comprends. Il y a des raisons, il a peur de se blesser ou quoi que ce soit, mais je le comprends parce que à New York, il est pas aimé. Les Jets, ils ont clairement fait savoir que c'est pas ton... Puis Robert Saleh a beau essayer de le défendre devant les médias. Wilson n'est pas stupide non plus. Il sait ce qu'il se dit, il sait ce qui se passe. Je vois pas Rodgers revenir. Je comprends Wilson de pas vouloir revenir. Tim Boyle est tellement mauvais, puis Trevor Siemian, alright. Je sais pas c'est quoi la solution pour les Jets. Je pense que c'est moi qui va finir la saison comme carrière parce que je peux pas être possiblement pire que Tim Boyle. Je sais pas. Je sais pas comment les Jets vont régler ça, mais ça va être de bonnes questions à régler pour Robert Saleh qui joue peut-être son emploi en ce moment avec cette saison difficile. Tu serres les dents puis tu survis. C'est ça la solution. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu serres les dents puis tu survis. Problème. Ouais, exact. Les gars, c'était super le fun de parler de football, mais faut qu'on s'enligne sur le baseball parce que on a un sujet un petit peu spicy, puis j'ai envie qu'on jase un petit peu de vous autres, justement, c'est cette saison des agents libres, puis j'invite justement les auditeurs à la maison à faire un peu de même avec nous autres. N'oubliez pas, vous pouvez interagir avec nous sur Facebook, sur le groupe Les Super Fans des Tigers de Guangdong, mais quelques scénarios possibles pour Destination des agents libres, à commencer bien sûr par le grand, le seul et l'unique Shohei Ohtani. Bien sûr, son nom va être associé aux 32 formations parce que, Pop, tu l'avais dit il y a quelques semaines, tout le monde va bénéficier d'un joueur comme Shohei Ohtani, mais je suis particulièrement content parce qu'on parle des Blue Jays de Toronto dans les semaines à suivre. Est-ce qu'on buy ou on sell? Est-ce qu'on achète ou on vend? Oh my God! Je me fais tellement une promesse de pas embarquer dans hype pour pas être déçu. Déjà que je me remets que les Red Sox ont décidé de pas embarquer dans le Derby Shohei Ohtani, ça c'est déjà un premier deuil pour moi. Là, je vois les Jays qui doivent essayer de rivaliser contre les Cubs, contre les Giants, contre les Dodgers, même contre les Angels d'Anaheim eux-mêmes, qui sont par pure magie revenus dans les débats et certaines évoquent même une réelle possibilité que Shohei Ohtani revienne avec les Angels l'an prochain, chose que je considère complètement aberrant pour... S'il fallait que Shohei Ohtani, j'en signe pour un an, 60 millions de dollars avec les Angels, je pars en émeute. Right on the bat, je pars en émeute parce que c'est probablement le plus gros cock-block de l'histoire du sport. Mais ça, c'est une autre affaire. Est-ce que je crois que Shohei Ohtani va signer avec les Jays? Ultimement, non. Est-ce que je veux absolument? Je veux absolument que Toronto et le Canada, au grand complet, vivent la folie Shohei Ohtani. Mais je veux pas être brisé, je veux pas être trompé, je veux pas avoir le cœur brisé. Moi, je pense que je veux pas aller avec les Dodgers parce que c'est trop facile comme option. Moi, je vais quand même pour San Francisco. San Francisco est encore en sacrament d'avoir échappé Carlos Correa et Aaron Judge l'année passée. Back-à-back. En l'espace de quoi? 1 semaine, 2 semaines qu'on a échappé? C'était vite. Ça s'est fait sur 1 semaine, je pense, ouais. Surtout que Carlos Correa, contrairement à Aaron Judge et à son frère cosmique Arson Judge pour les intimes, Carlos Correa avait signé. C'est ça l'affaire. C'est que ça a pris un examen médical et tout a chié dans la pelle. Là, les Giants sont en tabarnak. Il y a 2 ans, par je sais pas quelle espèce de miracle, ont signé 109 victoires? 107, 109 victoires. Et là, ils se sont fait expose l'année passée.
Ils ont vu Aaron Judge, Carlos Correa leur échapper entre les mains. Moi, je pense que les Giants sont trop tranquilles en ce moment. Personne ne parle d'eux autres. Mais moi, je watch eux autres, puis je trouve que ça serait immensément le fun que San Francisco aille chercher. Imagine Shohei Ohtani jouer dans Oracle Park avec le Make-Off Cove. Ça serait awesome. Moi, je vais pour les Giants encore pour Shohei Ohtani. Félix. Écoute, je ne crois pas non plus à Ohtani à Toronto, parce que, écoute, moi, mon argument est peut-être un peu plus étrange, mais je vais y aller quand même avec ça. Étrange égale biaisé. Ouais, non, mais depuis le début du processus, on sait qu'Ohtani veut garder ça mort. On sait qu'il veut que les équipes impliquées fassent pas de bruit. Il veut pas que ça s'étale sur la place publique. Et c'est très louable de sa part. Je le respecte totalement pour ça. Mais s'il veut pas que ça s'étale sur la place publique, pourquoi l'équipe qui fait le plus de bruit sur la place publique, les Jays, serait l'équipe favorite pour le signer? Pour moi, ça a pas, je le vois pas. Puis je comprends, je pense que les Jays sont vraiment sur le cas, puis je pense qu'ils sont peut-être parmi les finalistes, mais je pense qu'au final, il ira pas avec les Jays. Je pense que les Dodgers, ça reste le choix facile, mais écoute, Pop, j'aime beaucoup ton des Giants, et j'espère qu'il va avec les Giants aussi, parce que historiquement, les Giants, ça reste une grande équipe et tout. Puis depuis le départ de Buster Posey et de tout ce noyau-là, même Madison Bumgarner et là, Brandon Crawford qui vient visiblement de quitter aussi, on cherche un peu le nouveau visage de cette concession-là. Et on a quelques gars à l'intérieur, mais c'est comme tous des gars. Puis on a voulu aller chercher Judge pour être ce gars-là. On a voulu aller chercher Correa pour être ce gars-là. On n'a eu aucun des deux. Et là, qui de mieux pour être le visage de ton équipe qu'un gars comme Shohei Ohtani, qui est le visage de la ligue au grand complet? Ça a trop de sens et j'aime cette idée-là, j'aime le fit, mais il y a une autre équipe qui m'intrigue aussi, les Cubs de Chicago. Je l'ai dit il y a 2 semaines, on est allé chercher Craig Counsell et on va pas laisser Craig Counsell les mains vides, il n'y a aucune chance. Regarde ce que les Rangers ont fait avec Bruce Bochy. Exactement. On est allé chercher Jacob deGrom, on est allé chercher tellement de lanceurs, puis on est allé chercher des gros noms. Semien, l'année d'avant, on avait Semien et Seager. Mais là, tu vois, on vient d'aller chez Craig Counsell, et si on vient d'aller chez Craig Counsell, on veut l'épauler, on veut lui donner des raisons d'être venu ici. Quoi de mieux comme raison que d'aller chercher une licorne et le meilleur joueur de la ligue en Shohei Ohtani? Pour moi, les Cubs, c'est une équipe qui a beaucoup de sens aussi. Une équipe pour laquelle, même si c'est pas une ville côtière, on sait que c'est important pour Ohtani. Ohtani était intéressé par les Cubs quand il est arrivé en Amérique il y a quelques années de ça. Je peux pas m'empêcher. Puis les Cubs, encore une fois, comme les Giants, tu disais les Giants sont trop tranquilles. Je pense pas que j'ai entendu le nom des Cubs depuis le début de la saison morte. T'as raison. Puis je sais qu'ils vont être actifs. Il y a aucune raison pourquoi ils le seraient pas. Puis je pense qu'on travaille fort pour Ohtani. Puis les Cubs sont bons pour surprendre un peu tout le monde. Qui avait vu Craig Counsell débarquer avec les Cubs avant que ça sorte? Moi, je pense que les Cubs sont une équipe qui est peut-être plus à surveiller que les gens pensent en ce moment. Là, la dernière question avant qu'on passe au prochain nom sur cette liste. Le contrat d'Ohtani, 500 ou 600 millions de dollars? Si seulement tu m'avais posé cette question-là sans que Shohei Ohtani ait subi une opération Tommy John, ça c'est sûr. C'est pas Tommy John, 600 millions minimum. Maintenant, avec un Tommy John, il ne pourra pas lancer pour l'année prochaine. Moi, je suis persuadé qu'on va quand même battre le record de Patrick Mahomes, qu'on va dépasser le 500. Peut-être même le 550, mais je pense que le 600, là, on commence à être beaucoup pour un lanceur qui est à son 2e Tommy John depuis qu'il est en Amérique du Nord. Puis qui est quand même pas tant jeune que ça, Ohtani, là, fin vingtaine, début trentaine qui s'en vient. Fait que ça serait immensément risqué de donner 600 millions, mais pas mal sûr que le 500, on va le dépasser. Moi, je pense à une affaire comme 5,25, 5,30 dans ces eaux-là. Moi, ce que je vais dire par rapport à ça, je pense, en fait, je suis pas mal sûr que sur la table, Ohtani va avoir 1 ou 2 offres de 600 millions, mais il va signer pour une autre équipe que ces équipes-là, parce qu'Ohtani, c'est pas nécessairement l'argent qui priorise, c'est une chance de gagner. Peut-être qu'une équipe comme les Mets va lui sortir un 600 millions, on sait que Steve Cohen ne manque pas d'argent. Peut-être que les Blue Jays, avec l'argent de Rogers, les nouveaux stades, on va sortir un 600 millions. Les Dodgers, les Yankees. Les Dodgers, c'est des équipes qui ont de l'argent, mais on parle des Giants qui ont des moyens, puis les Cubs qui ont des moyens aussi, mais il veut une chance de gagner.
Puis je pense qu'une équipe qui a une chance de gagner, surtout avec la taxe de luxe, il va signer avec une équipe qui va lui offrir moins de 600 millions, et même s'il y a des offres de 600 millions sur la table, un peu comme Aaron Judge l'année passée qui avait signé pour moins d'argent avec les Yankees que ce qu'il aurait pu avoir avec les Giants ou les Padres. Si je me trompe pas, c'était 450 que les Giants Trey Turner aussi, c'était le même l'année passée. Trey Turner, c'était comme ça aussi. Puis, si je me trompe pas, c'était 450 des Giants. Il a signé pour 400 avec les Yankees. Je suis pas tout à fait sûr, mais c'est quelque chose dans ce genre-là. Puis, je pense que Tenny, ça va être un peu la même chose. J'aime ton 525, 530, peut-être 550. Mais je pense pas qu'on va dépasser le 550. Le prochain nom, Juan Soto avec les Yankees. Oh! Je laisse ça à Félix. Ça, je vais laisser ça à Félix parce que je pense que on le voit à peine, là, mais on voit des étoiles dans ses yeux. Là. Oh, écoute, Juan Soto qui... Tu regardes Juan Soto jouer, un frappeur gaucher, un frappeur qui tire la balle, un frappeur qui fait contact, qui a pas de retrait sur le bâton. Qui, dans la MLB, serait un meilleur fit pour les Yankees que Juan Soto? Personne. Il n'y a aucun joueur qui serait un meilleur fit pour les Yankees que Juan Soto pourrait l'être. Soto est capable de dealer avec la pression. À 20 ans, il était en train de torcher tout le monde en série mondiale. Soto est le fit parfait et je pense que les Yankees vont finir par aller le chercher. On a eu la rumeur comme quoi les Jays étaient dans le portrait. Pour moi, les Jays, c'est un écran de fumée que les Padres s'envoient pour essayer de forcer les Yankees à donner plus. En ce moment, on demande énormément des Yankees. On demande Drew Thorpe, qui est possiblement le meilleur espoir de cette organisation-là. Si je ne me trompe pas, il vient d'être nommé lanceur des Ligues mineures de l'année. Devant Jason Dominguez? Dominguez a gradué, mais tu sais, c'est un peu le même profil. T'sais, il y a Spencer Jones aussi un peu dans ce tier de gros espoirs. Mais tu sais, on demande ça, on demande Michael King qui a une grosse fin de saison comme partant, on demande Clark Schmidt, on demande Randy Vasquez, on demande à vrai, si t'as un bras, t'es capable de lancer, les Padres te veulent. Et pour moi, ça fait en sorte que les Yankees ne paieront pas tous ces espoirs-là. Mais Juan Soto est trop parfait, puis je t'arrête de me demander, peut-être qu'ils se battent contre eux-mêmes. Je sais pas s'il y a une autre équipe qui est vraiment dans cette course-là. Peut-être les Mariners, s'ils sont prêts à laisser partir quelques bons lanceurs, mais pour moi, les Yankees sont tellement loin. Je pense que c'est la seule équipe qui se bat vraiment pour ça, puis je pense qu'ils vont finir par l'avoir. Je crois pas à la rumeur des Jays une seule seconde, c'est un écran de fumée, il y a presque aucun doute là-dessus, puis étonnamment, ça a été sorti par John Heyman, qui est un classique qui est là pour sortir ce que Scott Boras lui demande de sortir. Je pense que ça va se faire. Je pense que les Yankees savent qu'ils doivent le faire, un peu comme quand ils savaient qu'il fallait cacher Frankie Montas, qu'ils savaient qu'il signe Aaron Judge et qu'ils savaient qu'ils devaient aller chez Carlos Rodon. Pour moi, ça ressemble beaucoup à ces situations-là. Tu sais qu'il faut que ça se fasse, puis tu finis par le faire, et je pense que Juan Soto va s'ajouter. Est-ce qu'il va signer une extension? Peut-être pas, mais je pense que la saison 2024, Juan Soto va être un membre des Yankees de New York. J'aime ça. Je trouve ça intéressant aussi. Tu as parlé il n'y a pas longtemps de ça, des Giants. On parle un peu du nom de Matt Chapman avec les Giants. Est-ce qu'on voit ce scénario arriver, justement? Oh, ça, oui. Ça, écoute, non seulement Matt Chapman comblerait un besoin défensif au troisième but. Pour les Giants, ça serait déjà quelque chose de vraiment bon. Mais tu sais, les Giants de San Francisco, ça égale Bob Melvin. Bob Melvin était où avant? Les Aces d'Oakland. On voit la connexion un peu, Malosson avec son ancien manager. Moi, je pense que, de toute façon, s'il faut que Shohei Ohtani vienne avec Toronto, il va falloir que quelqu'un d'autre parle. On ne pourra pas garder tout le corps ensemble. Déjà que Whit Merrifield est agent libre sans restriction, il va avoir des dommages collatéraux. Puis si un gars comme Ohtani s'en vient à Toronto, un gars comme Matt Chapman va passer au tardeur, puis je le vois se joindre aux Giants dans une signature peut-être à venir dans les prochaines semaines. Moi, tu vois, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je pense pas que Ohtani va être un membre des Jays, mais je pense quand même que Matt Chapman... J'ai dit un si. Oui, mais tu sais, je pense qu'en plus de perdre Ohtani, je pense pas que Matt Chapman va retourner à Toronto. Et évidemment, les Giants, c'est peut-être le fit facile dans le sens où on a Bob Melvin, puis on sait qu'on a ce besoin-là. Mais tu disais, Ohtani, s'il est intéressé à Toronto, Ohtani est intéressé aux Giants aussi. Pour moi, il y a une autre équipe à surveiller, les Mariners de Seattle. On a échangé Eugenio Suarez il y a quelques semaines de ça, on l'a envoyé aux Diamondbacks. On a un besoin au troisième but. En ce moment, j'ai oublié c'est qui, mais c'est un... C'est pas Luis Urias? Oui, je pense que c'est ça. Puis j'ai vu le nom, j'ai fait « Oh boy! » Puis le fit est là. Les Mariners, on sait qu'ils sont capables de dépenser, sont bons pour
un gros contrat par saison morte normalement, que ce soit Robbie Ray ou tous ces gars-là. Robinson Cano, il y a quelques années. Robinson Cano. Je vois les Mariners être intéressés. Je pense que les Giants sont encore favoris, mais je pense qu'il faut pas sous-estimer les Mariners. Je pense puis je trouve que c'est un gars qui, sans être nécessairement le même genre de gars, ressemble à Carl Seager, ce qu'il a fait, puis on sait que Carl Seager est tellement adoré à Seattle. Je trouve que c'est un peu le même genre de moule de joueur. Je pense que Matt Chapman doit remercier sa bonne étoile à chaque soir, par exemple, que ce soit une classe de joueur autonome aussi horrible, parce qu'il va quand même gagner un gros contrat, même si sa fin de saison. En fait, sa saison, sauf le mois d'avril, était horrible c'est ça, offensivement. mai jusqu'à septembre. C'est ça. De toute sa saison, outre le mois d'avril, était catastrophique, mais il va quand même signer un gros contrat. Je pense que peu importe qui va le signer, il va finir par le regretter, ce contrat-là, mais je pense que les Mariners vont finir par aller le chercher. Justement, tu m'as comme un peu volé pour ce qui est des Mariners, parce qu'on a aussi le nom de Cody Bellinger qui est associé à celui des Mariners. Donc, pour ce qui est de Cody Bellinger, est-ce que ça donne à Seattle ou non? Ça me parle. Cody Bellinger qui revient avec les Mariners, ça me parle. Je suis très déçu, par exemple. Moi, j'aurais voulu que Cody Bellinger reste avec les Cubs de Chicago. Moi, j'aurais été super down de voir Cody Bellinger revenir à Wrigley Field. Mais t'aurais un duo de voltigeurs, Cody Bellinger, Julio Rodriguez, que tu peux amener dans le haut, puis peut-être même dans le milieu de la formation. Écoute, j'ai un stylo ici, là. Je signe fort à 5 copies. Je vais te signer ça, puis je vais porter Cody Bellinger à l'aéroport de Val-d'Or pour qu'il s'en aille à Seattle. Moi, c'est juste... J'ai pas d'informations. J'ai pas de vraie raison de croire que ça pourrait marcher. Moi, c'est mon cœur qui parle. J'ai appris à aimer Cody Bellinger l'année passée alors que je le détestais parce qu'il jouait avec les Dodgers de Los Angeles. J'ai enjoy quand il est tombé un peu de son trône un peu, mais j'aime le hustle qu'il a amené cette année pour revenir en force. Et les Mariners, c'est un peu l'équipe que tout le monde aime. Même le casual baseball fan ne déteste pas les Mariners. Ouais. C'est impossible de détester les Mariners de Seattle. Fait que t'amènes Cody Bellinger là-dedans, même si ça serait pas le plus gros morceau, s'il peut être le joueur un peu comme il était l'année passée, on peut avoir un très bon show dans l'ouest de l'américaine pour l'année prochaine. J'aime l'idée des Mariners. Pour vrai, j'aime vraiment cette idée-là, mais je pense que un gars comme Bellinger a peut-être le plus gros marché de la ligue dans le sens où sans être au salaire d'un Ohtani, il peut t'amener de la bonne production de milieu d'alignement, et dans un marché où est-ce qu'un Matt Chapman est le 2e ou le 3e meilleur frappeur, un gars comme Bellinger prend tellement de valeur parce que Bellinger et Ohtani sont peut-être les deux seuls gars que tu peux être sûr qu'ils vont vraiment t'amener une bonne production offensive dans une certaine mesure. Puis Bellinger en défensive qui est quand même pas mauvais non plus. Oui, totalement, qui est un garde doré aux chansantes. Je parlais avec Charles Alexis qu'on a eu il y a quelques semaines de ça au podcast, puis il me disait, selon lui, ça ressemble un peu à... Il y a les Yankees et les Giants dans ces courses-là. Il y en a un qui va avoir Bellinger, puis l'autre va avoir Young Lee, qui est le gars, la super vedette coréenne qui s'amène. J'aime ces deux paris-là aussi. Je pense que les Mariners sont dans la course, puis je pense qu'il y a d'autres équipes peut-être qu'on connaît pas du tout encore qui sont là-dedans. Je pense, le retour au Cubs, je continue de penser que je veux pas fermer cette porte-là. Ça a trop de sens. Il vient d'avoir une renaissance avec les Cubs, puis il très je sais pas, j'ai de la misère à écarter ça, mais les Yankees vont être là, puis vu que Juan Soto est une transaction, ça fermerait pas la porte à un autre gros contrat des Yankees. J'aime ça, j'aime les Giants, j'aime les Mariners. Je pense que c'est impossible de savoir qui sont les finalistes. Et en fait, la seule chose que je sais sur Cody Bellinger, c'est qu'il signera pas un contrat tant que Shohei Ohtani n'aura pas signé un contrat. Après ça, il va avoir à peu près les 29 autres équipes qui n'ont pas signé Ohtani qui vont l'appeler pour essayer de l'attirer dans leur équipe. Puis là, ça va être son luxe, c'est à lui de choisir où est-ce qu'il veut aller. Mais je pense qu'il va avoir un énorme marché pour les services de Bellinger. Je vais dire non aux Mariners pour la simple et bonne raison que je pense qu'il va y avoir trop d'équipes et que c'est trop dangereux de mettre tous mes jetons sur une équipe, mais j'adorerais le voir signer à Seattle. J'aimerais vraiment ça. Intéressant. J'ai 3 noms vite à vous lancer. Rapid Fire, est-ce que ça donne ou pas? Yoshinobu Yamamoto, 300 millions de dollars, oui ou non? Oh man, on dirait que les prix augmentent de 10 millions à chaque semaine. Au début, on parlait de 200 millions il y a à peu près 2-3 semaines après que la saison soit finie. Là, on est déjà rendu à 300 millions.
Moi, je sais pas c'est qui va signer. On parle beaucoup des Yankees. Je sais que toi, Félix, t'as envie de voir Yoshinobu Yamamoto atterrir à New York. Mais quand on parle de New York, je sais pas pourquoi, mais moi, je vois les Mets avant les Yankees. Ouais. Ça serait vraiment le genre des Mets à aller chercher ce lanceur du côté du Japon qui a gagné 3 MVP. Je pense autant de l'équivalent du Cy Young du côté de la NPB, de la Nippon Baseball League. Mais je sais que je vais avoir tort là-dessus. Mais pour moi, j'ai un feeling les Cars de Saint-Louis seront pas loin derrière. Je sais pas pourquoi. Après la saison de merde qu'ils ont eue, Adam Wainwright est parti. Ils n'ont plus vraiment d'as lanceur. J'aurais sûrement pas raison. Mais les Cars de Saint-Louis, je sais pas pourquoi, je les trouve suspects dans ce dossier-là, puis je serais même pas surpris qu'ils atterrissent là. OK. Félix? 300 millions pour Yamamoto. Ouais, je le crois. Tu as un potentiel futur as lanceur à 25 ans. Un joueur autonome de 25 ans, ça se voit jamais. Ça a été un monstre au Japon depuis des années. Et oui, je pense que les Yankees sont là, je pense que les Mets sont là, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres équipes. Les Mariners sont toujours un lien facile pour le Japon. Je pense pas qu'ils sont parce qu'ils ont énormément de bons lanceurs partants. Je pense qu'il y a peut-être les Jays aussi on n'en parle pas beaucoup, je pense qu'ils sont peut-être là un petit peu sournois un peu par la porte d'en arrière. Mais pour moi, c'est vrai que ça se joue entre les Mets et les Yankees. Je sais pas lequel des deux va gagner, je pense que c'est 50-50 en ce moment, mais oui, je pense qu'on va se rendre à 300 millions pour Yamamoto, et je pense que ça va être un bon contrat, parce que c'est tout un lanceur, et l'équipe qui va le signer va être très contente de l'avoir. Alright. Prochain, donc, on a Randy Arozarena. Est-ce qu'il va être échangé ou non? Oui. J'ai de la misère à croire ça. Pour vrai, là, tu sais, Randy Arozarena, à part Wander Franco, avant sa suspension, était le meilleur joueur de position des Rays de Tampa Bay. Je sais que les Rays, c'est pas réputé pour sortir de gros chéquiers. Je sais qu'on essaie de jouer un peu Moneyball du côté de Tampa Bay. Ça marche, OK, mais je ne vois pas un monde où Randy Arozarena pourrait être échangé. Peut-être amener un lanceur de la trempe de Shane Bieber, OK, mais pour vrai, je suis encore un peu incrédule par rapport à ça. Je dis pas que ce serait l'idée, la chose logique à faire. Je pense que Arozarena est le meilleur joueur de cette équipe-là. Et je pense que je regarde le gars puis il incarne un peu les Rays pour moi, dans le sens qu'il arrive un peu de nulle part, personne ne sait d'où il vient, mais ça fonctionne pareil. Moi, c'est une affaire que j'ai appris des Rays. Quand tout le monde pense qu'ils vont zig, ils finissent par zag. Ils font toujours l'inverse de ce que les gens pensent qu'ils vont faire. Je pense que les Rays vont finir par l'échanger. C'est ça qui est frustrant. Ils vont l'échanger pour un sac de chips, et le sac de chips va devenir un gars qui va gagner 4 fois les MVP. Un lanceur gaucher qui va lancer 102 en relève et qui va devenir le meilleur releveur des majeurs. C'est terrible, puis je pense que surtout si on échange Tyler Glasnow et Shane McClanahan qui va manquer toute l'année prochaine, je pense qu'on va avoir besoin de lanceurs à Tampa Bay. Je veux bien croire qu'on prend le premier employé du Walmart qui vient puis on le transforme en un gagnant du Cy Young de Tampa Bay, mais je pense qu'on va quand même vouloir aller chercher un lanceur, et si Arozarena est prêt à payer pour aller chercher un gros lanceur, tu parlais de Shane Bieber, je pense peut-être plus à ce serait peut-être s'échanger deux problèmes, mais un gars comme Corbin Burns, du niveau de Corbin Burns, pour moi, c'est... Puis je dis pas ça parce que Burns, c'est peut-être pas le bon nom parce qu'il lui aussi a besoin d'un contrat bientôt pis tout, mais Arozarena, je sais pas, je le vois quitter. Peut-être qu'on est un des bons jeunes lanceurs à Seattle, je parlais de ces lanceurs-là tantôt, peut-être pour un de ces gars-là, mais je pense qu'il va quitter parce que les Rays m'ont appris à ne jamais penser qu'ils vont faire la chose logique. Corbin Burns, maintenant. Ben, Félix, t'avais de l'air bien parti sur Corbin Burns, à cette heure que Brandon Woodruff n'en reviendra pas. Mais moi, je pense que pour faire un court résumé, je pense que Corbin Burns, ça rentre dans le scénario de un changement d'air lui ferait du bien. Je pense que oui, il a connu des belles années. C'est probablement le meilleur lanceur que Milwaukee a eu depuis CC Sabathia. Il a gagné un Cy Young là. Je pense qu'on est rendu... Tu sais, des fois, quand on dit on traversera le pont, quand on sera rendu à la rivière, ben je pense qu'on est rendu à la rivière. Je pense qu'on est rendu à une séparation à l'amiable. Je pense que pour Corbin Burns, on a besoin d'un changement d'air. Je sais pas où, mais je pense que comment que les Brewers de Milwaukee sont rendus un peu dans leur cycle, on commence à vendre un peu. Je pense qu'on est rendu là, puis je pense que Corbin Burns va être sous d'autres cieux. Je sais pas où, mais il va être parti.
Pour les terminer Brewers, un peu... excuse Félix, vas-y. Juste conclure vite. On a vu Craig Counsell est parti, Brandon Woodruff, qui n'était pas supposé lancer en 2024, mais qui a quand même quitté. Il manque de talent dans ce noyau-là, puis Burns est sur le bord de devenir joueur autonome. On sait que dans les années passées, il y a eu de la tension entre Burns et l'équipe. On sait Burns avait carrément tiré à boulet rouge sur le propriétaire des Brewers quand ça avait un peu... La chaîne avait débarqué en arbitrage puis tout. Burns avait vraiment pas aimé ça. Il y avait eu de l'amertume un peu entre les deux. Je pense qu'il va finir par être échangé et je pense qu'il va être le gros lanceur à surveiller après Yoshinobu Yamamoto parmi les gars qui pourraient changer d'adresse cet hiver. OK. Maintenant, Félix. Oui. Je te regarde, toi en particulier, parce que c'est un petit peu intéressant, ce dossier-là, mais Luis Severino, avec les Yankees depuis 2015, depuis qu'il est dans les ligues majeures, en fait, quitte New York pour s'en aller où? À New York. À New York. Qu'est-ce que t'en penses? Mon chum, go to Queens. On en dit quoi de cette perte-là? Il reste de l'autre bord de la Subway Series entre les Mets et les Yankees. Moi, honnêtement, ça me rend quand même un peu triste parce que Severino, ça a été un gars qui a été développé par les Yankees, puis on sait que ces gars-là sont quand même rares. Il y a eu Aaron Judge, il y a eu Gary Sanchez dans les dernières années, mais c'est quand même rare ces gars-là dans l'ensemble. Puis là, il y a Anthony Volpe qui est arrivé, puis il y a quand même une vague de jeunes qui s'en viennent. Surtout dans les lanceurs, je pense, dans les Yankees. C'est le dernier vrai lanceur que les Yankees ont développé par eux-mêmes. Andy Petty, je pense. Je pense que c'est Andy Petty. Peut-être? Je pense, puis je suis pas sûr, mais encore là, c'est avant moi. Fait que Severino, moi, de mon vivant, c'est le meilleur lanceur que j'ai vu être développé par les Yankees. A été un as lanceur et les blessures l'ont malheureusement ont ruiné ces dernières années. Parce que pendant 1 an et demi, 2 ans, vers la fin des années 2010, Severino était un vrai as lanceur, un vrai numéro 1. Et là, il quitte dans l'oubli le plus total. Il a été horrible la saison dernière. Il se faisait détruire à chaque match. En fait, il y avait eu un bon match à New York. Il y avait une ovation. Puis New York voulait l'aimer. Puis je pense que lui, il avait besoin de changer d'air aussi. Bon, il ne changera pas vraiment d'air. Il va garder l'air de New York pareil. Mais je suis content pour lui. Il va avoir une chance de se relancer un peu. Peut-être que de changer d'équipe, changer le mal de place, ça va lui faire du bien. Mais même si Severino s'en va avec les Mets, je lui souhaite tout le meilleur. J'ai adoré voir ce gars-là lancer. Et au moins, il reste pas dans la division. Ça me rend heureux. Bonne chance à New York, Severino. C'est drôle à dire, mais je lui souhaite beaucoup de succès. Je lui souhaite de relancer sa carrière avec les Mets. Yes. On va se transporter au niveau du hockey. C'est quand même spécial. Notre segment hockey cette semaine est presque entièrement porté sur le Canadien de Montréal. Au passage, aussi, au moment qu'on enregistre ça, c'est quand même assez remarquable. Bon, là, le monde qui écoutait ça à la maison, vous l'aurez sûrement déjà su à ce point-là, mais Josh Anderson a marqué un but cette saison. Il est détenteur d'au moins un but cette saison dans un filet désert à l'autre bout de la glace. Fait que... disons que ça a failli pas arriver, mais shout-out à Josh Anderson. Maintenant, on est prêt à le voir marquer sur les 5 matchs suivants. 8 tours du chapeau. Josh Anderson me fait rappeler un peu Alex Kovalev quand il est arrivé à Montréal. Ça avait pris quoi? Je me souviens plus le nom exact, mais je pense que ça y avait pris genre 8-9 games avant d'inscrire son premier but avec le Canadien. Puis c'était un but dans un filet désert. Puis si ma mémoire est bonne, s'il y a vraiment des gens qui sont vraiment crack qui peuvent me corriger là-dessus, si ma mémoire est bonne, c'était contre les Devils du New Jersey. J'irai vérifier tantôt. Je pense, me semble, il y avait scoré un but dans un filet désert contre les Devils du New Jersey à genre son 8-9e match. Mais ça, ça me faisait juste rappeler un lien qui est totalement pointless pour Josh Anderson, mais Go Off King, bienvenue à bord et maintenant t'as autant de buts que Tristan Jarry dans la Ligue nationale cette saison. Ouais. Come on. Bref, tant qu'à jaser du Canadien, aujourd'hui, en fait, au jour qu'on fait l'enregistrement du balado, on a annoncé le retour de David Savard et d'Arber Xhekaj à l'entraînement. Pour ce qui est de Xhekaj, c'est un peu plus intéressant parce que après l'avoir clairé justement pour l'entraînement, on annonce qu'on le cède aux Rockets de Laval. Maintenant, il y a 2 lectures qui se font là-dessus. Une qui se fait totalement en surface et on dit peut-être qu'il s'en va juste récupérer un peu, se remettre un peu en forme, ce qui est totalement valide. On a vu Carey Price et Cole Caulfield le faire dans les années passées. Tandis que d'autres vont y aller un petit peu avec qui a Anguille sous roche et peut-être qui a un plan un peu plus grand qui se trame autour de Arber Xhekaj. J'aimerais savoir un peu vos avis là-dessus, les gars. Est-ce que Xhekaj
on s'en fait trop pour lui? Est-ce qu'il va juste s'entraîner là? Ou est-ce que finalement, on regarde un peu ce qui se passe du côté de Jalen Struble puis on dit peut-être qu'on est capable d'avoir mieux justement à position de défenseur? Moi, je regarde ça, puis pour moi, ce que ça me dit, c'est peut-être qu'on repousse un peu le problème à plus tard. Je m'explique un peu parce que ce que je veux dire par là, Jacky, il avait pas nécessairement une grande saison avant, mais je pense pas qu'il a nécessairement besoin d'une remise en forme. Tu parlais de Carey Price, lui, il avait manqué énormément de mois quand il était passé par là. Brendan Gallagher l'avait fait aussi, il avait manqué un bon bout. Puis tu parlais de Caulfield, je pense. Caulfield, c'est surtout parce que ça allait pas bien, on voulait le relancer un peu. Dominique Ducharme. Dominique Ducharme, c'était plus sa grosse blessure. C'était une blessure à la confiance plus qu'autre chose qu'il l'avait renvoyé à Laval. Puis moi, tu vois, je regarde ça, puis pour moi, c'est qu'on repousse un peu le problème dans le sens où, en ce moment, à Montréal, t'as 23 joueurs. Et t'as 3 gardiens. Évidemment, c'est le sujet de discussion depuis le début de l'année. Pour moi, en ce moment, le débat était entre Jacky et Jalen Struble, parce que l'autre nom était Gustav Lindstrom, qui est un défenseur droitier qui doit passer par le balotage. Pour moi, c'était le moins logique des trois. Mais là, tu vois, t'envoies un Arber Jacky en bas qui peut comme aller se remettre en forme, pendant que je crois qu'il essaie de régler ta situation de 3 gardiens, que ce soit en te débarrassant de Jake Allen, en échangeant Caden Primo, ou probablement pas en échangeant Samuel Montembeault qui vient de signer un nouveau contrat de 3 ans. Mais là, tu regardes ça, puis tous les dominos font en sorte que Jacky est peut-être le 24e. Et là, la question, c'est est-ce que Struble a dépassé Jacky dans la hiérarchie des défenseurs? Ça, c'est une question qui est légitime, parce que Jalen Struble, depuis son rappel, joue de l'excellent hockey. Celui qui a l'air d'être le frère perdu de Darnell Nurse, les deux gars se ressemblent, ça n'a aucun bon sens. Non, je fais juste dire, est-ce que tu as déjà vu Jalen Struble et Scott Gomez dans la même pièce? Scott Gomez? Oui. C'est quoi, parce qu'il n'y a pas de cheveux? Regarde, Pop, j'ai autant de cheveux qu'eux autres. Là. Scott Gomez. Pop, j'ai autant de cheveux qu'eux autres, ton point ne veut rien dire. Non, mais pour moi, tu sais, je regarde ça, puis la remise en forme dans le sens où Struble est sur un rythme, il joue des matchs puis tout, et pendant ce temps-là, t'as Jacky qui vient de manquer un bout. Moi, je pense qu'on va peut-être juste aller le laisser jouer un peu en bas, reprendre un peu le rythme, peut-être attendre que la situation se déplace un peu. Et pour moi, quand on va vraiment avoir le vrai portrait de ça, Jordan Harris va vraiment être une décision intéressante. C'est là. Parce que Jordan Harris s'en revient bientôt. On sait pas quand exactement, il n'y a pas beaucoup de détails à ce niveau-là, mais ça s'en vient bientôt. Et là, Harris va revenir dans une situation similaire. Si au retour d'Harris, là, c'est Struble qui s'en va en bas, ça veut dire que Struble a peut-être dépassé Jacky et Harris a dépassé Jacky dans la hiérarchie. Pour moi, la situation d'Harris va déterminer beaucoup de choses. Je pense qu'en ce moment, il est trop tôt pour dire que Jacky a été dépassé par Struble dans la hiérarchie, mais je pense que c'est une question qui est légitime de se poser. Et peut-être, s'il n'y avait pas 3 gardiens, les 2 seraient en haut en ce moment, j'en doute pas une seconde. Mais c'est curieux. C'est très curieux comme situation, je trouve, à l'heure actuelle à Montréal. Mais tu sais, en même temps, là, moi, je suis le premier à l'aimer, Arber Jacky. Pour son histoire, c'est un peu un unicorn pour ses talents de pugiliste, un peu un gars qui est un peu shérif, un peu sur la glace, qui impose le respect. Mais tu sais, ça demeure... Tu sais, oui, il a bien progressé, son histoire est belle, mais tu sais, ça demeure quand même un défenseur qui n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale, qui était à limite, même l'année passée quand il a commencé la saison, grosse limite, 5e défenseur de l'équipe, qui est passé du junior directement à la Ligue nationale l'année passée. Écoute, je pense que c'est normal dans le cas d'Arber Jacky, il y a de la compétition à l'interne, puis tu sais, c'est pas un défenseur 100% établi dans la Ligue nationale, donc ça peut arriver qu'il y ait une bagarre à l'interne. Jalen Struble vient d'arriver dans le mix, fait que ça rajoute encore plus de candidats pour un poste à Montréal. Et là, on ne parle pas encore de Lane Hutson ou même de David Randbacker qui va s'en venir dans quelques années. Moi, je pense que, tu sais, je l'aime Arber Jacky. Il a quand même fait 13 points en 51 matchs l'année passée. Tu sais, ça sera pas Bobby Orr, ça sera pas Niklas Lidstrom. Puis je pense pas que à long terme, c'est un défenseur qui pourrait être top 6 ou peut-être même top 4, encore moins top 4. Donc, envoyons-le à Laval, laissons-le jouer. Est-ce que ça fait partie d'un plan pour peut-être le transiger ailleurs, comme Georges Larac de BPM Sport semblait dire? Je le sais pas. Mais je pense que on s'en fait trop avec. Je pense, laissons-le jouer,
puis on verra ce qui se passera dans le futur. Comme dirait Félix, le vrai dossier en ce moment à régler chez le Canadien, c'est la balade à 3 gardiens. Je pense qu'Arbor Xhekaj, on peut laisser ça traîner sous le tapis, puis revenir dans quoi? Peut-être 2-3 mois, peut-être même la fin de la saison, puis réévaluer ça l'an prochain. On en parlera, Ouais, j'espère juste pas que... Oh, vas-y. Juste une dernière affaire aussi, tu sais, on va peut-être aussi remarquer, c'est que Mathias Norlinder est encore à Montréal en ce moment, et Xhekaj a été renvoyé en bas. Mais pour moi, ça veut pas nécessairement dire que Norlinder est devant Xhekaj dans la hiérarchie, parce que si tu veux avoir un gars dans les estrades en ce moment, tu veux que ce soit Norlinder, tu veux qu'Arbor Xhekaj puisse jouer du hockey, tu veux qu'il puisse jouer des grosses minutes parce que il y a plus de chances que Xhekaj fasse partie de ton futur que Norlinder. Donc pour moi, le fait que ce soit Xhekaj qui soit renvoyé en bas et non Norlinder me dit pas grand-chose. Et peut-être que quand Jordan Harris va revenir, ça va être Norlinder qui va être renvoyé en bas. Mais si ça arrive, là, ça devient un mauvais signe pour Xhekaj parce qu'il n'est pas seulement rendu... Parce que là, ça voudrait dire que finalement c'est Struble qui l'a dépassé. Xhekaj serait rendu en bas de la hiérarchie. Et là, ça devient inquiétant pour lui, son futur à Montréal. Peu importe ce qui se passe, j'espère juste pas que ça va trop faire mal au chiffre d'affaires de la Chambre qui ont littéralement fait une campagne publicitaire autour de Arbor Xhekaj. S'il finit la saison d'un mineur ou qu'il se fait transiger ailleurs, en tout cas, j'en connais un qui va puncher un mur de plâtre, ça c'est sûr. On faisait mention justement à la balade à 3 gardiens de but. Moi, en début de saison, je me rappelle encore, sur les ondes de cette émission, j'avais dit que Samuel Montembeault était, je veux dire, le futur, quand même, avec des grands guillemets, là. Je parle pas du futur à moyen terme. À moyen terme, c'était la solution. Puis, je pense que du côté du Canadien, là, on avait justement un petit vote de confiance un peu qui allait dans le même sens que moi. Thank God, je pense qu'ils ont écouté le balado. On a signé justement Samuel Montembeault pour 3 ans et d'une valeur approximative de 3 150 000 par année. J'aimerais avoir un peu votre avis là-dessus parce que là, du côté de Allen, là, est-ce que c'est Allen qui a gaulé à soir? Oui, non, c'était Montembeault. C'était Montembeault contre Seattle. Donc, pour ce qui est de Jake Allen, on parle de 6 défaites consécutives, là. Oui, c'est quelque chose de même. Oui, il est sur un. Oui. Je pense que c'est quelque chose dans ce genre-là. On peut commencer à dire finalement que Samuel Montembeault se solidifie comme étant l'option 1A sur cette équipe. En tout cas, 1B maximum parce que je crois pas que Samuel Montembeault est encore un vrai numéro 1. Mettons, dans une vraie équipe qui va en série, tu vas pas en série avec un gars comme Samuel Montembeault. C'est drôle, mais... Mon humble opinion personnelle. C'est drôle, mais comme une équipe comme les Oilers en aurait profité quand même d'un gars comme Montembeault. Ouais, mais est-ce que les Oilers font les séries en ce moment? Mais dans un cas qui veulent faire les séries, oui, ils veulent faire de quoi avec le prime de McDavid puis Draisaitl gaspillé, là? Non, je comprends. Mais écoute, pour venir au contrat, je pense que c'est un contrat fair pour tout le monde. Je pense que du côté de Montembeault et du Canadien, on trouve son compte. 3 ans, ça nous laisse peut-être le temps de développer un gardien d'avenir un peu, je pense, un gars comme Jacob Fowler qui est en feu présentement à sa première saison dans la NCAA. Je ne pense pas qu'il va être un gardien temps plein à Montréal, que ce soit même comme réserviste dans 3 ans, mais que le contrat de Montembeault soit expiré. Mais écoute, on a déjà réglé un dossier de ce côté-là, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'y a pas de clause de non-échange dans le contrat de Samuel Montembeault. Donc, oui, on a signé un contrat, mais est-ce que ça tue vraiment la possibilité que ce soit lui qui ne soit pas échangé? C'est ça mon point. C'est juste ça mon point moi, du côté de Monty. Mais écoute, je comprends... En fait, non, je t'avoue, je comprends pas vraiment d'où viennent ces rumeurs-là. Pour moi, tu regardes les trois gardiens à Montréal en ce moment, puis le seul que je me dis qui est sans être intouchable, tu sais, le seul qui mérite d'avoir une place sûre à Montréal, c'est Montembeault pour moi. Puis Kent Hughes en parlait un peu dans son point de presse. Il adore la progression, puis surtout la constance de Montembeaux. Puis tu regardes les chiffres de Montembeaux cette année, à 5 contre 5, là, on parle pas juste d'un bon gardien dans la LH, d'un gardien correct. On parle d'un gardien élite. Vraiment, j'insiste sur à 5 contre 5 puis à égalité numérique. Élite comme Joe Flacco. C'est plus que Joe Flacco. Parle-moi pas de Joe Flacco. Mais tu vois, tu compares un peu ces chiffres à d'autres gardiens. À 5 contre 5 puis à égalité numérique, là, on se rapproche des Jeremy Swayman. On se rapproche des Linus Ulmark. On se rapproche des Igor Shesterkin. On se rapproche des meilleurs gardiens. Avec une défensive vraiment aussi forte que ces gars. Avec une défensive horrible. Puis Montembeault, ce qu'il coule en ce moment, c'est que le Canadien est
terriblement indiscipliné. Et en désavantage numérique, c'est vrai que c'est moins facile pour lui. Mais à 5 contre 5, Montembeault n'a rien à envier à personne. Et Kent Hughes l'a même dit dans son point de presse. On lui a posé la question, il dit, selon toi, dans 3 ans, est-ce que Montembeault est ton gardien d'avenir? Est-ce que c'est le gars autour de qui tu veux construire? Et Kent Hughes l'a dit, c'est beaucoup trop tôt pour y aller d'une telle affirmation, mais ce serait fou d'écarter celui qui en ce moment est le meilleur gardien à 5 contre 5 de la Ligue. Bon, est-ce que Montembeault est vraiment le meilleur gardien? C'est peut-être débattable, mais cette saison, ces chiffres le placent dans cette conversation-là. Et pour moi, il aurait pu toucher un bien plus gros contrat que ça sur le marché de l'autonomie. Tu peux voir des gars comme Jack Campbell puis Jonas Korpisalo qui signent des contrats qui n'ont pas de bon sens. Après une bonne saison, Montembeault a quand même une certaine feuille de route intéressante. Puis là, tu regardes l'état actuel des gardiens dans l'âge. Il y a tellement d'équipes qui pourraient profiter d'un bon gardien en ce moment. Alors, pour moi, Montembeault aurait pu toucher plus. Puis le fait qu'il n'y ait pas de clause de non-échange me dit que peut-être éventuellement, si il y a quelque chose il y a un autre gardien qui pousse à Montréal, on pourrait s'en débarrasser, mais ce salaire-là fait en sorte qu'il est échangeable dans quelques années, surtout s'il garde un niveau comme ça. Pour moi, c'est plus ça qu'a signifié la clause de non-échange, plus qu'il pourrait partir d'ici la fin de l'année, puis je dis pas que c'était ton point nécessairement, Pop, mais pour moi, c'est pas nécessairement... Je vois pas pourquoi Montembeault serait échangé cette année. Il veut être à Montréal, il l'a dit lui-même. On l'a pour cette année, puis on l'a pour les 3 prochaines années à 3,15 par année. C'est super échangeable, puis je sais pas, j'aime ça, puis je trouve que c'est un bon deal pour le Canadien et pour Montembeault aussi. Ouais, puis ça, c'est parmi les bonnes nouvelles cette semaine, mais on en a eu d'autres. Dans le match contre les Panthers, on a vu vite, justement, Alex Newhook blessé, avec un vilain contact sur le poteau lors d'une chute. On parle quand même d'une absence de 10 à 12 semaines. Ça prouve à quel point on peut rien avoir à Montréal. Tu sais, on parle de l'expression « Can't have shit in Detroit ». On peut rien avoir de nice à Montréal non plus. Juste une petite mention là-dessus. Mais par contre, le match contre les Red Wings, ça fait couler un petit peu d'encre, non pas parce que je pense que c'est justement la première fois que les Canadiens ont été défaites en prolongation cette saison. Là, je parle uniquement de la prolongation et non pas les tirs de barrage. Sans avoir touché le puck une seule fois. C'était pathétique. Puis si proche en plus dans la zone défensive. Mais c'est surtout l'auteur du but, Jake Wallman, et non pas parce qu'il a littéralement emporté le match sur un slap shot, mais c'est plus ce qui est arrivé 3 secondes plus tard, puis il a hit un fucking greedy. Tu sais, c'est glorieux. C'est glorieux. On voit genre Justin Jefferson comme en faire sa marque de commerce dans la NFL. Comme ok, c'est drôle, mais tu sais, on passe aux choses sérieuses là, pour de vrai. Félix, tu nous as dit que tu avais un petit coup de gueule à faire par rapport à Jake Wallman et tout ça. J'ai envie de t'entendre là-dessus parce que on risque d'avoir peut-être une petite discussion. Moi, en fait, le seul problème, c'est que je pense pas que c'est le coup de gueule auquel tu t'attends. Moi, tu vois, dans la suite de ce qui s'est passé avec Jake Wallman, j'ai vu des commentaires qui traitaient ça d'irrespectueux, puis ça n'a pas de bon sens de faire ça. Et pour moi, c'est horrible de dire ça. Puis tout le monde a le droit à son opinion, puis je respecte ça, OK? Mais le hockey manque tellement de personnalité. Okay? Le meilleur joueur, Connor McDavid, a l'air d'une planche de plywood quand il parle en entrevue. Veux-tu qu'on parle de Connor Bedard puis de Sidney Crosby? Connor Bedard, tous ces gars-là ont l'air d'une planche de plywood. Okay? Puis là, t'as un gars, Jake Wallman, qui est un défenseur défensif. J'aime beaucoup Jake Wallman, mais tu sais, on parle pas d'un gars qui va gagner le Norris. On parle d'un bon défenseur top 4 qui peut se débrouiller sur un top 2. T'sais, pour moi, il est sous-estimé, mais... Un genre de David Savard, mettons, à Montréal. C'est ça. C'est un bon gars. C'est pas un gars exceptionnel qui décide. Puis il l'avait déjà fait avant. C'est pas parce qu'il était pas comme moi. C'est même pas sa première fois qu'il fait ça. C'est pas... Sans dire que c'est sa marque de commerce, il l'a déjà fait. C'est pas sa première fois. Et l'année passée à Montréal, on avait tellement trippé quand Michael Pezzetta avait fait sa célébration à la Tiger Williams où il s'était mis sur son bâton puis il avait décidé de donner un bon coup de patin. Puis là, tu vois, Jake Wallman fait sensiblement la même chose. Ça se met à chialer parce que c'est irrespectueux. Puis pour moi, je sais pas. Je comprends les puristes qui... Faut que ça reste, il faut qu'il y ait du respect et tout, mais laissez les gars avoir un peu de fun, montrer un peu de personnalité. Moi, j'adore ce que Jake Wallman a fait, puis je veux voir des gars faire ça. Je veux voir des gars célébrer, me vendre du rêve. J'ai vu, c'était Luke Hughes la semaine passée qui a célébré son but. Il a fait un salut à la foule. J'ai vu Jack Hughes une couple d'années lancer son bâton. Moi, c'était un peu dangereux. C'était un peu dangereux, mais je veux voir les gars
avoir du fun. Non? Je veux Bon, qu'il ok. célèbre les grands moments. Puis pour moi, ça ajoute au moment. Puis j'ai de la misère avec les gens qui sont un peu contre ces célébrations-là. Laissez les gars s'exprimer. Laissez les gars mettre de l'émotion à ces moments-là. Puis ça va les rendre encore plus magiques. Tout le monde se souvient du fameux but de Neil Yakupov où est-ce qu'il glisse pendant à peu près 40 mètres. Tout le monde se souvient de ça. Don Cherry a viré fou. Mais c'était un but insignifiant. Quand tu regardes ça, c'était complètement insignifiant. Mais tout le monde s'en souvient parce qu'il y avait eu sa célébration. Laissez les gars avoir du fun. Je peux pas te nommer. J'ai oublié à quoi ils ressemblaient les buts de Cole Caulfield en prolongation cette année. Les célébrations étaient cool, mais il a marqué. Mais je me souviens encore que Jack Hughes a lancé son bâton dans les estrades puis que Neil Yakupov va glisser il y a 10 ans de ça sur ses genoux. Fais-moi vivre ces moments-là. Laissez les gars célébrer. C'est le fun, ça ajoute un peu à la légende. Surtout que j'ajouterais que je mettrais au défi n'importe qui est capable de faire un greedy sur des patins sur une glace. Aussi, le gars a réussi à faire un greedy sur des patins. Pour moi, ça mérite tout le respect du bon. J'y ai même pas pensé, mais bravo, Jake. Je mets au juste défi d'avoir réussi. quelqu'un de faire ça. Juste d'avoir réussi. Bravo, Jake pour ça. Le plus gros sujet de la semaine au hockey, c'est définitivement ce qui se passe avec Corey Perry. Il n'y a pas longtemps de ça, justement, le vétéran des Blackhawks, ancien, on va dire, Corey Perry. aussi, ancien vétéran des Blackhawks, a sorti justement un statement qui disait justement qu'il voulait s'excuser à l'entièreté de l'organisation des Blackhawks, qui inclut absolument tout le monde et à quel point il a abandonné un petit peu tout le monde et comment maintenant il va commencer à consulter des experts pour tout ce qui est en matière de santé mentale et d'abus de substances. J'aimerais un peu avoir votre avis là-dessus parce que, encore une fois, l'organisation des Blackhawks est dans de beaux draps pour tout ce qui est relations publiques. Et je sais pas pour vous, mais je pense qu'on peut se le dire, franchement, là, les Blackhawks l'ont encore droppé là-dessus. Là. Ah, écoute, tu penses qu'ils l'ont droppé? Va demander si les Blackhawks de Chicago ont droppé le bag au père de Connor Bedard. Va lui demander, voir. Va lui demander. Depuis le fait que Bédard réponde à ça aussi, en tout cas, ça non, c'est quoi? Je me sais plus c'est quel journaliste de quel marché qui avait demandé en pleine conférence de presse. C'était Winnipeg qui a demandé ça. Mais... Puis écoute, je veux pas m'étaler là-dessus parce que je veux pas donner une visibilité à ces rumeurs-là, puis je trouve ça le sujet, il est mort, il étire, ça fait un bout, là, fait que... Mais tout ça m'écoeure, puis... Mais tu vois, j'ai regardé la conférence de presse de Carl Davidson le jour où ils ont mis Corey Perry au balotage pour annuler son contrat. Puis moi, ce que j'ai remarqué à ce moment-là, c'est que Carl Davidson est allé là, puis il l'a dit, il pouvait pas en parler avant, il y avait une enquête, puis je comprends pourquoi il était menotté dans ce sens-là, mais juste pour protéger ton kid. Puis écoute, respect à Carl Davidson qui s'est présenté devant les médias cette journée-là, et il l'a dit lui-même. J'ai pas grand-chose à vous dire parce qu'il y a une enquête, je peux pas dire grand-chose. Et il était clairement incommodé. Ça avait été des grosses journées pour lui. Tu sais, il a été chercher Perry, il voulait aller chercher un vétéran pour son équipe. Et là, il fallait qu'il s'en débarrasse, qu'il annule son contrat. Annuler le contrat de quelqu'un, c'est tout un affront dans LNH. Le dernier qui ont fait ça, c'est Alex Galchenyuk. Puis même à ça, ils ont déposé un protest parce qu'ils sont pas sûrs que c'est légitime de faire ça. Faut que ce soit grave. Puis Davidson le sait que ça a été une situation qui est grave. Ça a été difficile pour lui aussi. Il a retenu ses larmes quasiment dans le point de presse, ça a été difficile pour lui. Mais il l'a quand même fait pour protéger Bédard des rumeurs complètement stupides qui circulaient. Là, même dit, c'est dégueulasse de juste supposer ça, puis d'amener cette rumeur-là complètement folle. Respect à Davidson d'avoir été devant les médias cette journée-là. Peut-être que les Blackhawks auraient dû agir plutôt juste un statement dans le genre « Ces rumeurs-là sont complètement stupides, arrêtez ça ». Mais pour moi, Davidson a fait ce qu'il a pu faire. Les relations publiques auraient pu mieux faire pour protéger les membres de l'organisation. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui... C'est vrai que la réaction était bizarre, puis sur le coup, je pense que comme tout le monde, j'étais un peu frustré. Mais j'ai envie de croire Davidson, je l'ai senti sincère cette soirée-là. Puis j'ai aimé comment il a parlé. Puis je voyais qu'il était là pour les bonnes raisons, pour protéger ses joueurs. Puis j'ai envie de croire Davidson pour ce qui s'est passé, la tournure des événements. Ben, je vais croire aussi Davidson, mais je pense qu'aussi dans toute cette histoire-là, je pense que toute cette affaire-là a pris des proportions démesurées à cause de l'équipe. Tu mets les 31 autres équipes. OK, peut-être à Pont-Montréal. Montréal, ça aurait été un shit show. Et peut-être Toronto aussi. Toronto et Montréal, ça aurait pu être un shit show. Mettons, enlève Toronto et Montréal
et Chicago, mais les 28 autres équipes de la Ligue nationale qui auraient eu ce genre d'histoire-là, ça aurait pris zéro des proportions de même parce qu'on a encore le souvenir de Kyle Beach, de toute l'histoire que Red Westhead de TSN a sorti. Tu sais, puis je pense qu'il y a aussi une notion de frustration des partisans que les Blackhawks de Chicago ont zéro été punis et qui ont même été récompensés en ayant Connor Bedard. Je pense que ça a été un peu un genre de catharsis un peu virtuel. C'était sale, c'était très sale un peu, avec des rumeurs sans bon sens. Je pense que ça a été plus une œuvre catharsique que, vu que c'était Chicago, on voulait un peu échapper un peu de frustration. Je pense que ça a pris des proportions trop énormes sur les médias sociaux. J'aurais pas mieux dit. J'aurais pas mieux dit pas. Écoute, on va finir le hockey là-dessus. On va conclure avec le basketball rapidement. Est-ce que Tyrese Haliburton is him a fee? Écoute, je viens de finir le match entre les Pacers et les Celtics de Boston, qui est d'ailleurs le premier match à élimination du tournoi intra-saison. Et mon Dieu, mesdames, messieurs, Tyrese Haliburton qui solidifie encore plus sa candidature pour possiblement le meneur pour le titre de MVP cette saison dans la NBA. Tyrese Haliburton, c'est tellement... tu le regardes, puis tu te dis comment les Kings ont pu l'échanger, puis là, tu remets un peu de contexte où les Kings n'avaient pas besoin d'avoir lui De'Aaron Fox. C'est deux gars qui ont trop besoin du ballon. C'était un poppy, là. Puis, écoute, je pense que les Kings referaient quand même la même décision. De'Aaron Fox Domantas Sabonis, je pense que c'est pas une mauvaise addition du côté des Kings non plus. Je suis même pas prêt à dire que les Kings ont nécessairement perdu cet échange-là, dans le sens où aller chercher Sabonis, on l'a vu l'an passé, ça a vraiment fait débloquer leur équipe. Puis là, c'est peut-être un petit peu plus laborieux cette année, puis l'émergence d'Haliburton aide en rien, mais les Kings savaient qu'Haliburton avait ce potentiel-là. Est-ce qu'ils s'attendaient à ce qu'il débloque aussi vite? Je sais pas. Mais tu regardes cette année, Haliburton est rendu, si je me trompe pas, là, c'est quelque chose comme 28 points par match, puis je pense 27. Qu'il mène la ligue. 27, puis il mène la ligue pour les passes par match. Je pense qu'il est pas loin du 12. Il est à 12 exactement. Tu regardes ça, c'est 27-12 en moyenne pour un meneur. C'est exceptionnel. N'importe quelle équipe prend un gars 27-12. Haliburton est encore super jeune. Et là, il vient de connaître un mois de novembre complètement historique où j'ai les chiffres devant moi. Tu regardes ça, il a fait 28,6 points par match en moyenne et 11,7 mentions d'assistance par match en moyenne. C'est déjà débile, mais il l'a fait en tirant 53% de réussite du terrain et 47% de réussite du 3 points. Ce qui, ça, c'est des seuils qui sont vraiment solide. Habituellement, une saison où tu es à 50-40 pour les 3 points, c'est vraiment solide. Et faire ça sur un mois de temps au complet, il y a 2 autres gars dans l'histoire de la NBA qui ont réussi à faire ça. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'eux, c'est des gars pas très connus. Michael Jordan et LeBron James. Ah, le deuxième. Puis évidemment, c'est sur un mois, puis ça reste des trucs qui sont assez précis. Mais Haliburton est un sacré joueur de basketball. Puis tu regardes ce que les Pacers ont en ce moment, Bénédicte Mathurin, et qui est un excellent jeune joueur aussi. Oui, mais moi, je trouve ça triste, par contre, parce que Bénédicte, il se fait pousser en ce moment de l'alignement. Là, puis on peut parler du stand. Parce que, juste parenthèse très rapidement, là, on parle toujours du slum du joueur de deuxième année, mais fuck, ça frappe en ce moment bien tough pour Bénédicte Mathurin, qui je pense est à 12 points par match à date cette saison. Là. Non, mais si tu regardes ça à long terme, je pense que Bénédicte reste un morceau important du futur de cette équipe-là. Puis c'est un gars autour de qui tu peux construire. Je pense que ça, même malgré un début de saison difficile, puis encore, il est encore tôt dans la saison. Il a le temps de se rattraper. Puis il y a une quinzaine de matchs qui ont été joués, une vingtaine quasiment maintenant. On est au quart de la saison. Il y a encore le temps de se rattraper. Mais tu regardes ce qu'ils ont en Haliburton, puis c'est autour de lui qu'il faut construire. Bénédicte peut vivre comme étant l'option numéro 2 de cette équipe-là. Mais maintenant, tu construis autour de ces deux gars-là et surtout d'Haliburton parce que tu le regardes et en ce moment, il y a peut-être j'ai des blancs sur le nom, mais Steph Curry, De'Aaron Fox, Shai Gilgeous-Alexander, tu regardes ces gars-là, c'est d'excellents meneurs et sincèrement, je pense que Haliburton est dans cette catégorie-là. Ça va se battre pour les équipes en NBA. T'as Curry, t'as Fox, t'as Gilgeous-Alexander. Ces trois-là vont être là. Et même Luka Doncic, je sais pas s'il est considéré comme un meneur de jeu officiellement, mais tu regardes ces deux gars-là, c'est des gars qui vont se battre pour le titre de MVP.
et qui vont se battre pour les équipes en NBA. Donc, Haliburton, tout un joueur de basketball, et les Pacers en ont un très, 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 très bon entre leurs mains. Puis en plus, les Pacers, justement, si je ne dis pas de bêtises, ont remporté, comme disait Pop, leur match contre les Celtics. Donc, les Pacers, pardon, seront du côté de Las Vegas pour les demi-finales du tournoi intra-saison. Je trouve ça un petit peu intéressant, Félix, parce que on commence déjà à lancer la machine à rumeurs. Je veux ton opinion là-dessus parce que, vite, là, les Bulls, il n'y a rien qui fonctionne. Un peu au même titre que les Raptors sur qui je ramble depuis le début de la saison. Les Bulls sont présentement 13e dans l'Est avec une piètre fiche de 7 victoires et 14 défaites, avec quand même une équipe qui ont 3 joueurs de calibre All-Star et un joueur justement capable de terminer parmi les favoris aux joueurs défensifs de l'année en Alex Caruso. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Puis le premier joueur à qui on pense qui pourrait être échangé, d'emblée, c'est sûr que c'est Zach LaVine parce que c'est quand même un joueur qui peut aller te chercher une vingtaine de points par match. Lui-même veut s'en aller de Los Angeles, des Bulls. Bien sûr, on va parler de Los Angeles parce que à chaque année, on entend cette chanson-là avec les Lakers de « il n'y a personne autour de LeBron James, il n'y a personne pour marquer des points », tout ça. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai moins vu de Photoshop cette année que dans les années précédentes pour un joueur des Lakers, en tout cas un joueur qui pourrait s'en aller à Los Angeles. Oui, non, puis juste avant d'aller sur Zach LaVine, ceux qui nous regardent sur YouTube en ce moment, vous n'êtes pas complètement fous. Pop est effectivement gelé, c'est pour ça que vous l'entendez plus et que vous le voyez plus. Fait on va faire ça, Mio puis moi. Mais Pop est avec nous. Il est avec nous de cœur, on le sait. C'est un auditeur. Pour revenir un peu à LaVine, oui, c'est vrai que c'est fascinant de voir comment. Mais je pense que il y a un peu aussi du fait que sa tête est peut-être ailleurs en ce moment. Il sait que la fin s'en vient à Chicago. Tu parles de LaVine qui va quitter. Je pense que c'est une question de temps avec DeMar DeRozan qui est aussi. Je pense que c'est une question de temps avec Nikola Vucevic qui est aussi. Et peut-être même je pense que ça va imploser à Chicago de façon assez spectaculaire et je pense que ça va arriver d'ici, même pas la date limite des transactions, avant ça. Maintenant, la question, qui veut de Zach LaVine? Zach LaVine est un bon joueur, mais Zach LaVine est un gars qui gagne énormément d'argent. Il est sur un max en ce moment. Pas un super max, mais sur un max, je crois. Qui a mérité, d'ailleurs. Il l'a mérité. Oui, il a mérité ce max-là. Mais c'est difficile pour lui cette année. On sent qu'il a plus la tête à Chicago. Ça fonctionne juste plus. J'ai l'impression qu'il est tout le temps en train de se pogner avec son coach aussi. La relation va tellement mal. Je pense pas que c'est récupérable. Maintenant, qui va aller chercher Zach LaVine? Je pense pas que les Lakers le veulent. Je pense qu'il n'y a aucune équipe en ce moment qui le veut, et c'est ce que disait Adrian Wojnarowski. Il n'y a aucun marché pour Zach LaVine en ce moment. À un moment donné, si LaVine veut quitter, il va devoir s'aider un peu, parce qu'en ce moment, il ne s'aide pas. Je veux faire... Oui, vas-y. Je veux faire l'exercice un petit peu avec toi, là. On va regarder les équipes pas mal prétendantes au premier titre dans chacune des conférences. Est-ce que tu veux un Zach LaVine chez les Celtics? Non. Non, t'as Jaylen Brown qui fait la même job. Exact. Est-ce que tu veux Zach LaVine chez le Magic d'Orlando? Si tu veux crédibiliser, mais non. Ça fonctionne en ce moment? Je pense pas. Tout fonctionne bien en ce moment, puis on a déjà des bonnes armes quand même dans le backcourt, là. OK, parfait. Est-ce que tu as besoin d'un Zach LaVine chez les Bucks de Milwaukee? Non. Exact. Est-ce que tu as besoin de... gars qui sont bord dominant, t'as pas besoin d'un Zach LaVine. Exact. Est-ce que tu as besoin de Zach LaVine chez les 76ers? Non. Est-ce que tu as besoin de Zach LaVine chez les Knicks? À date, s'il y a une équipe qui pourrait aller faire un move de même, tu sais comme moi que c'est les Knicks. Exact. Est-ce que tu as besoin de Zach LaVine chez les Pacers? On vient de parler de Tyrese Haliburton. Non, t'as pas besoin de lui. Et t'as-tu besoin de Zach LaVine chez le Heat? Non. On regarde peut-être déjà plus de DeMar DeRozan en plus du côté du Heat aussi. T'as comme beaucoup mieux la même chose pour... T'as la même chose pour moins cher. Ouais, j'aime mieux DeRozan plus vieux, mais je sais pas, puis je pense que LaVine veut aller à LA aussi, mais est-ce qu'il va s'intégrer dans pas la fameuse culture du Heat encore, là, mais je le vois pas, puis oui, Jimmy Butler s'est assagi quand il est arrivé à Miami, mais je vois pas Zach LaVine faire la même chose. Ben non, exact. Puis vite, on va faire vite dans l'Ouest quand même. Tu le veux-tu chez tes Timberwolves? Ramène-moi jamais Zach LaVine. J'ai adoré Zach LaVine, mais merci pour avoir amené Jimmy Butler qui a fait un an et demi de marde.
Mais non, envoie-moi Zach LaVine le plus loin possible. Anthony Edwards est 1000 fois le joueur qui est Zach LaVine. Est-ce que tu veux qu'il soit la 15e option chez le Thunder? Non. Est-ce que tu as besoin d'un autre... Vas-y. Si Josh Giddey s'en va en prison, peut-être. Mais... right. Mais non, sérieusement, non. Je vois pas. Est-ce que tu le vois être une option en tant que marqueur chez les Nuggets? Non. Exact. Est-ce que tu le vois parmi cette jeune équipe des Kings foudroyante qui joue du basketball inspiré en équipe? Non, Zach LaVine va tout ruiner ça. Non. Est-ce que tu le vois être le 4e ISO player chez les Suns? Non. On a Bradley Beal qui est d'une copie conforme. Non. Est-ce que tu veux qu'il soit le 3e joueur d'ISO chez les Mavericks? Nope. En fait, on a déjà Los Angeles écarté de ça. Est-ce que tu le vois comme quelqu'un qui peut prendre des minutes aussi chez les Pélicans qui ont déjà d'autres joueurs en ISO comme fucking CJ McCollum puis Brandon Ingram? Non. Je vois aucun fit. Attends un peu, personne. C'est pas fini, c'est excellent pour les équipes à suivre. Non, mais ça, c'est pour prouver à quel point il n'y a aucun marché pour Zach LaVine. Ouais. Est-ce que Zach LaVine pourrait être le 5e joueur washed chez les Clippers? Non. Parfait. Est-ce qu'il pourrait être la 15e option chez les Rockets qui ont déjà Jacqueline Green, Alperen Sengun, Fred VanVleet, Dylan Brooks et compagnie? Non, mais déjà qui viennent de ramener une culture qui a de l'allure à Houston, amène-moi au Zach LaVine. Laisse le plus loin possible de Houston. Est-ce que tu veux qu'il soit le 15e light skin sur les Warriors de Golden State? Non. Et après ça, on parle du Jazz, des Trailblazers, des Grizzlies et des Spurs qui ont littéralement rien à foutre d'aller chercher un joueur avec le contrat de Zach LaVine. Wembanyama pour Zach LaVine, trade is one for one. Oh my god, oui. Fait que ça, c'est à quel point il n'y a pas... Il n'y a aucun fucking marché pour Zach LaVine. Pop, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ah ouais, on peut pas t'entendre là-dessus. Quand même, pour finir un peu ce qui est basketball, une nouvelle quand même intéressante, un peu drôle, un peu cocasse, un peu inusitée qui est sortie cette semaine, sortie de Dallas. Mark Cuban vend la majorité de ses parts des Mavericks, mais veut quand même laisser ses traces un peu sur l'organisation, mais veut continuer à gérer les opérations basketball. T'en penses quoi vite de ça? Mais en fait, Mark Cuban fait la pièce en gardant ses mêmes responsabilités. Pour lui, je sais pas qu'est-ce qu'il perd avec ça. Peut-être qu'il perd un peu d'argent, mais s'il y a un gars pour qui je suis pas inquiet, c'est Mark Cuban niveau argent. C'est une structure qui est intéressante dans le sens où Cuban est prêt à vendre son équipe, laisser des profits qui vont avec, mais garder quand même une main là-dessus. Pour moi, ça sent... Tu sais, Mark Cuban, on le voit, il fait des moves en ce moment au niveau financier. Ça sonne comme un gars qui veut se présenter à la présidentielle. Mais là, écoute, on est vraiment pas un podcast de politique, on se lancera pas là-dedans, mais juste le fait que Mark Cuban soit prêt à se débarrasser de ses Mavericks, pour moi, ça veut dire beaucoup. Mais il veut quand même garder ce contrôle-là qu'il y a. Puis je pense qu'on va encore le voir de façon abondante chez les Mavericks. Mais je pense qu'on peut-être dans un rôle un peu plus reculé. Parce qu'il est plus propriétaire majoritaire, justement. J'ai été surpris, mais évidemment, je vois tout l'intérêt pour Mark Cuban en tant que tel, qui est un peu gagnant sur toute la ligne là-dedans. Et les nouveaux propriétaires qui font l'argent aussi qui va avec, je pense que tout le monde en ressort gagnant. Et bravo à Mark Cuban qui a acheté cette équipe-là pour, si je me trompe pas, c'était 275 millions de ça il y a 20 ans. J'ai le prix exactement. Il les a achetés en 2000. Shout out, tout le monde est en 2000 comme moi. Jeudi, c'est ma fête, by the way. Donc, il avait acheté justement les Mavericks pour une grande valeur de 285 millions de dollars. Aujourd'hui, un championnat plus tard quand même, mais avec... un sacré bon nombre de joueurs développés dans l'organisation, si on veut compter Steve Nash. Sinon, on peut parler de Dirk, on peut parler justement de Luka, et puis là, d'autres joueurs calibre. On a cherché un championnat, on a établi une certaine culture là-bas, JJ Barea et compagnie, des joueurs qui sont justement loyaux à Dallas, puis Mark Cuban qui est totalement en amour avec les joueurs européens. Maintenant, on parle justement de 3 milliards 500 millions de dollars pour la valeur de l'équipe qui... shout-out au National News qui a fait le calcul de ça, qui est 1100% de la valeur initiale achetée, en fait, sur un retour sur l'investissement. Là. C'est quand même intéressant. Ça serait drôle un peu de le voir en politique. Je ne sais pas où il s'affilierait là-dedans. De gauche, je pense que c'est un gars de gauche.
Oui, mais en même temps, Écoute, encore là, écoute, on est vraiment pas un expert Non, à cerveau. je Prenez sais ça pas. avec le plus gros grain de sel, un grain de sel de la grosseur d'un iceberg, ok, ce que je veux dire, mais Ah, pas je sais pas, je le vois avec son truc pour les médicaments, pas cher, pis tout, mais je sais pas, on dirait que je le vois. Le premier milliardaire socialiste, ça serait. Ça serait une première, mais bon. Mesdames et messieurs, ça fait quand même 1h30 qu'on enregistre. On avait tellement de choses à jaser qu'on n'a même pas vu le temps passer, même que Pop a eu le temps d'être gelé. Et là, je parle pas littéralement gelé sur quand même des substances qui, quand je tiens à rappeler l'âge à Pop, quand même, il est vieux. Il a le droit d'acheter ça, là, quand même. Là. Mais non, on parle pas de ça. Quand même, à surveiller cette semaine, on a du Thursday Night Football qui était intéressant. Si je vous disais qu'on était en 2017, là, malheureusement, on est en 2023. Ça fait mal de dire ça, mais c'est un match important pour moi parce que c'est les Steelers qui vont jouer contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui sont vraisemblablement l'une des pires équipes de la NFL cette saison. C'est un match que les Steelers ne peuvent pas échapper. J'ai dit ça il y a une semaine, jour pour jour, alors qu'on se préparait à jouer contre les Cardinals de l'Arizona. Puis les Cardinals ont gagné, Callis. Ils ont perdu, Mio, les Steelers, ils ont perdu. Puis en plus de ça, Mitch Trubisky va être le carrière partant pour le match. Ben, en fait, c'est pas confirmé, mais Kenny Pickett va pas jouer. Fait que moi, j'utilise l'expression en anglais put two and two together et j'assume que c'est Mitch Trubisky qui va être le carrière partant, ce qui fait que ça pourrait être relativement désastreux. By the way, on sait pas, vu qu'on s'est pas jasé la semaine passée, j'ai pas pu vous parler de Matt Canada, mais on fait des TikTok maintenant. Fait que j'ai jasé un petit peu de Matt Canada là-dedans. Là. Je vous invite à aller voir ça, la Trip Menace Podcast sur TikTok. Fait que bref, un match Pat Steelers, ça devrait être intéressant. Ça va peut-être finir 17-14. Peut-être que ça va se gagner sur un botté de la victoire de Chris Boswell. Ça finit souvent de même. Sinon, toujours jeudi soir, les Canadiens vont jouer contre les Kings nordiques de Québec-Los Angeles et quand même vont se transporter du côté de Buffalo samedi soir. Est-ce que les Canadiens vont avoir un chandail à domicile à Buffalo samedi soir? Est-ce qu'on le sait? T'as jamais vu les matchs... Un match canadien Buffalo à Buffalo, les Canadiens ont toujours eu le match le chandail de domicile. Ouais, c'est vrai, mais maintenant que t'en parles, oui, ça me revient, mais je sais pas. Peut-être. J'avais jamais remarqué avant là. Bravo. T'as jamais remarqué ça? Non, jamais. J'ai remarqué vite. Je sais plus qui j'ai vu la semaine dernière qui jouait avec des chandails style rétro. Là. Tu sais, les chandails à l'époque à domicile, c'était ce qui aujourd'hui les chandails à l'extérieur. Là. Puis ça, j'ai vu ça cette semaine, ça m'a fait penser un petit peu à ça. J'ai encore de la misère à concevoir ça dans ma tête de jeune loup. Là. Mais bref, c'est le tournoi intra-saison de la NBA qui continue quand même. Aujourd'hui, au jour qu'on enregistre, on se prépare à atteindre les demi-finales. Les demi-finales qui seront d'ailleurs la soirée du 7 décembre, mon anniversaire, comme je vous ai dit. Fait que c'est incroyable. Et si vous êtes amateur en plus de la couverture en anglais, il y a quelque chose de quand même cool qui se trame dans le sens où l'équipe de TNT, ce qui veut dire Shaquille O'Neal, Ernie Johnson, Kenny Smith et Charles Barkley. Exact. Ils sont incroyables. Vont lier leurs forces avec l'équipe de couverture d'ESPN, notamment Michael Wilbon et Stephen A. Smith, qui sont justement deux commentateurs très colorés puis très, 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 très fascinants à écouter. Ça va être super intéressant, même pas pour les matchs qu'il va y avoir, mais juste pour tout ce qui va se passer autour de ça. La NBA essaie quand même d'avoir un peu plus de vues par rapport au visionnement de ça. Puis je pense que justement, la Warner Bros. Ils ont pris quand même quelque chose là-dessus, puis tant qu'à vouloir attirer du nouveau monde, faire probablement la collaboration de l'année depuis Tame Impala puis Thundercat. Sinon, quand même. Merci de ton rêve, Félix. Je vous l'ai rappelé pendant l'émission, mais puis il y a même pas 5 minutes de ça, mais les réseaux sociaux, très important pour nous suivre quand même, interagir avec nous autres. Groupe Facebook, les super fans des Tigers de Guangdong. Sinon, page Instagram ou TikTok, si vous voulez voir un petit peu de nos Reels, des moments alléchants, ou peut-être le salon à Mio, comme je vous ai donné la semaine dernière avec le cas de Matt Canada. Sinon, pas oublier quand même, faut toujours shout-out Félix à chaque épisode parce que Félix vraiment essaie de se faire un nom sur Twitter et de ne pas être confondu comme un autre robot de Elon Musk. Mais c'était tout, justement, pour la triple menace. Encore une fois,
ça fait du bien de vous revoir cette semaine après avoir pris une semaine et des poussières de congé. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Dans 6 jours, en fait, vous allez pouvoir très sûrement entendre le prochain épisode. J'espère que pour les étudiants qui écoutent le balado, vos fins de session se passent bien parce que Félix et moi, on en arrache, on a bien du stock à faire et on vous donne courage pour ça. Sur ce, c'était tout pour nous autres. Mio, checking out. Félix. Au revoir et très hâte de vous revoir la semaine prochaine pour rejaser de sport encore une fois. Oui, je m'attendais pas à ce que tu me mettes sur le spot de même, mais ça m'a un peu surpris. Mais merci à ma mère, merci à mon père. Je suis content. Et non, mais sérieusement, bonne semaine à vous tous. J'ai très hâte de vous retrouver dimanche prochain pour rejaser de sport à nouveau. Pop, hit le bouton.